fait, le boulot de toute une équipe s'est résumé à appuyer sur un bouton d'Excel. Et le premier jour, j'arrive là, je vais tout révolutionner. T'as un petit centralien qui a à peine un an de plus que toi dans la boîte. Vas-y, rentre-moi ces deals dans le système. Anis, c'est un très bon trader. Mais il était agressif, mais c'est un très bon trader. J'ai fait la démo devant tous les traders. Mais tu vois, pour un truc aussi faible, ils m'ont vu comme un extraterrestre. C'est, je pense, l'un des floors les plus prestigieux sur la place parisienne. On devait nous comparer à une écurie de Formule 1, c'est Ferrari en gros. Je criais dans la salle tous les niveaux des modèles de Porsche. Il y a un énorme boss. Il me dit, non. Et lui, s'il m'a dit ça, il fallait que je ferme ma gueule. Mon invité voulait devenir trader et il y est parvenu. En une seule année, il a perçu une rémunération de 2,6 millions d'euros. À ce moment-là, c'était sûrement l'un des traders les mieux rémunérés. Et puis, soudain, il s'est retourné contre toute l'industrie. Pas seulement contre son métier, mais contre le système financier dans sa globalité. Alors forcément, nous avons des points de désaccord. Mais je veux comprendre une seule chose. Qu'est-ce qui pousse un trader aussi brillant à se retourner contre tout un système? C'est ce qu'on va découvrir dans ce podcast. On va d'abord revenir sur son parcours avant de pousser la réflexion sur des sujets beaucoup plus profonds. Bonjour Anis Lajnef, bienvenue dans Solide. Bonjour, alors, je sais pas si je dois dire Zied ou Pierre. Moi, je suis venu pour Pierre. Donc, Ok, bon, alors ça va être un peu les deux. Je vais te poser des questions de Pierre Chartier par moment. Et d'ailleurs, j'ai eu un biais de Pierre Chartier. Justement, en préparant cette interview, j'ai eu un biais très français puisque je me suis intéressé à tes études, à ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Par quelle école t'es passé? Parce que avant d'arriver en finance, forcément, on a cette idée de faire des grandes écoles, etc. Toi, ça a été le cas? Moi, j'étais... on est là où on tourne, elle est pas loin de là où j'habitais, c'est-à-dire vers le centre Georges Pompidou à Paris. Et j'ai fait une école qui, à l'époque, était un lycée qui était prestigieux, c'est le lycée Charlemagne. Et ensuite, j'ai fait ma prépa là-bas, maths sup, maths spé. Et ensuite, j'ai intégré ce qu'on appelle maintenant Télécom Sud Paris, qui était quasiment un petit échec pour moi à l'époque, parce que en fait, j'avais le foot et les maths, et malheureusement, il faut le dire aux jeunes, il n'y a pas que les maths qui comptent pour intégrer une bonne école, ou les maths et la physique. Pour moi, j'englobe les deux dans le même sac. Donc moi, j'ai eu, si tu veux, ce biais très français de me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il a fait comme parcours scolaire pour arriver là? Donc on comprend que tu as fait Télécom Sud Paris, et toi, tu viens d'une famille tunisienne, d'origine tunisienne, assez modeste. Comment tu découvres la finance? Justement, c'est à l'école... à l'INT, donc à l'époque ça s'appelait l'Institut National des Télécoms. En fait, je viens d'une famille où les frères sont un peu des entrepreneurs, etc. Donc j'avais un peu la pression, je suis le seul qui ait fait des études. J'étais un peu le petit, le chou de la famille. Et je me suis dit, mais il fallait que je gagne autant qu'eux. Et les salaires qui étaient décrits par ceux qui venaient nous présenter leur boulot de consulting ou qui travaillaient à l'époque beaucoup chez les opérateurs téléphoniques, etc. Ils nous donnaient les sommes. Oh, c'est quoi ça? Je vais rien faire avec ça. C'était de l'ordre de combien pour savoir? À l'époque, c'est 20 000 francs bruts, 3 000 euros. Par mois? Ouais. Et Okay. je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Et je crois que ce qui m'a un peu motivé, c'est qu'un jour, il y a deux jeunes qui sont venus, qui faisaient de l'évaluation d'entreprise dans les telcos et à l'époque dans les dot-com, et qui touchaient vers le million de francs, c'est-à-dire 150 000 euros. Et là, je me suis dit, voilà, et là, ça vaut le coup. Donc, à la sortie de cette présentation, je suis allé voir le responsable du pôle finance et je me dis, comment je peux faire mais il me dit, il n'y a pas trop de passerelle entre l'école d'ingénieur et l'école de management. Et j'ai eu de la chance, lui aussi était tunisien, Monsieur Zitoun, Lucien. Et donc lui, on est devenu amis et il a réussi à ce que je fasse ma 3e année en école de management, mais avec le diplôme d'ingénieur. Donc j'ai gagné une année par rapport à ceux qui allaient faire le 203 à Dauphine ou El Karaoui. Donc je suis parti un peu aussi quand je suis arrivé en banque et dans la recherche de mon stage avec un handicap. Parce que déjà, j'ai pas fait Centrale ou Mine Paris, etc. Et puis, j'ai pas fait un 3e cycle, c'est ça? Ouais. Donc, j'ai pas fait d'école en plus, qu'ils faisaient tous. Quasiment le bizutage. Donc, en fait, t'as pas fait les écoles target, entre guillemets, comme on les appelle aujourd'hui, qui d'autant plus, rappelons-le, avant, je pense que c'était d'autant plus marqué, cette différence entre école target et école pas target. Donc, toi, t'arrives, déjà, à ce moment-là, quel imaginaire tu te fais du trader? Comment tu décris un trader dans ta tête quand tu es étudiant, genre Anis Lajnef qui a 19 ans ou 21 ans? C'est quoi l'image du trader?
comme tous les jeunes, ben maintenant ils ont Internet, ils peuvent voir, etc. Mais nous, à l'époque, on avait les cassettes vidéo, tu vois, quand tu loues la cassette vidéo, tu regardes. Et moi, j'avais regardé celle de Rock Trader. C'est marrant parce que lui, c'est dans un monde où tout est papier, et c'est à la criée, et il faisait des options à la Société Générale. Et donc, c'est celui qui a un peu provoqué, à cause du tremblement de terre de Kobe, la chute de la Barings. Tu vois, la chute de la Barings, qui était une banque ancienne, c'est elle, par exemple, qui a organisé le prêt auprès des États-Unis pour racheter la Louisiane à la France, etc. Et c'est la première fois qu'il y avait un roturier qui arrivait au trading, etc., qui faisait beaucoup d'argent, mais qui avait fait une carrière élite à l'époque. Même si c'est un anachronisme, parce qu'il est arrivé 15 ans avant. Mais et donc, j'étais subjugué par ça. Et je me suis dit, mais waouh, ça a l'air d'être passionnant. Il y a que des chiffres, il n'y a pas de client facing, on fait pas face à des clients, on sera jugé pour notre chiffre, pas pour de la politique ou autre. Ce qui s'avérera plus tard pas vraiment vrai. On reviendra dessus. Ouais. Mais en tout cas, de ce que je comprends, ça allie les deux. Parce que tu regardes ça, toi, tu as justement cette envie de gagner de l'argent post-école pour aller justement faire honneur à tes frères dans ta famille. Et puis derrière, ça allie aussi le côté mathématique, donc l'amour des chiffres, finalement. Exactement, c'est juste ça. Et en plus, je suis pas autiste, hein, même si ma femme ne sera pas d'accord, mais j'aime bien en fait les chiffres. Moi, il m'est arrivé, on en parlera après, à rester des fois pendant 1 à 2 heures à juste regarder le bid offert sur les futurs après que le marché ferme. Et je trouve ça me calmait après que le marché ferme. Donc c'est pas le meilleur des hobbies. Donc j'ai vraiment un amour des chiffres, etc. Donc je me suis dit je vais aller, mais en même temps j'étais un peu sûr de moi avant d'y aller parce que je partais avec un handicap. Je suis pas rentré par la porte dorée. C'est-à-dire la porte dorée. Alors la porte dorée, c'est arrivé être trader junior directement sur le desk. Toi, t'es passé par où alors ? Je suis passé par le middle office et je crois que c'est ma grande chance. Avant de continuer, j'ai quelque chose à vous montrer. Emergent a sponsorisé cet épisode. Et franchement, dans le contexte de ce qu'on va se dire avec Anis, c'est super pertinent. Car on va parler de personnes qui ont pris de vrais risques, qui ont du capital et qui n'ont pas de temps à perdre et qui veulent optimiser ce temps-là. Et par conséquent, Emergent, c'est vraiment la solution parfaite. Car le principe est tout simple. Vous décrivez en français, avec une simple phrase, votre projet. Emergent vous construit une app et non pas une maquette. Une vraie app en ligne avec une vraie URL. Ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il construit ça avec plusieurs IA en même temps. Une sur l'interface, une sur la base de données et une sur le serveur. Vraiment comme une équipe de spécialistes qui tourne en parallèle sans que vous ayez à coordonner quoi que ce soit. Et là, vous voyez, c'est en ligne avec une vraie URL accessible depuis n'importe quel endroit dans le monde. Ce qui avant nécessitait une équipe de développeurs et surtout entre 20 000 et 50 000 euros, aujourd'hui, vous pouvez le faire en moins d'une après-midi. Si l'idée ne marche pas, vous le savez très vite. Et si elle fonctionne, eh bien vous avez quelque chose à montrer pour lever des fonds ou bien tout simplement la vendre. Alors pour taper votre première idée, le lien est en description. Et je vous invite vraiment à l'essayer puisque chaque semaine que vous attendez, eh bien c'est peut-être quelqu'un d'autre qui la teste à votre place. Allez, on revient à Anis. Parce que toi, quand tu fais le back-office et ensuite le middle, comment t'es repéré justement pour aller en front ? Ben justement, alors pourquoi ils m'ont mis au back ? Parce que moi je croyais que justement grâce à ça j'allais aller au front. C'est que pareil, je l'explique souvent, c'est que moi j'étais fier. J'avais inversé des matrices, j'avais tout, j'avais les espaces d'Hilbert, etc. Et le premier jour, j'arrive là, je vais tout révolutionner. Et t'es en costard, alors qu'eux, ils sont tous en jean chemise pour les plus classes, et les autres, c'est jean t-shirt blanc dégueulasse. Et ils arrivent, tu vois, t'as un petit centralien qui a à peine un an de plus que toi dans la boîte. Il te jette une feuille d'Excel, tu vois, quadrillée. Vas-y, rentre-moi ces deals dans le système. Je me suis dit, attends, je fais toutes ces études pour qu'à la fin, je fasse le dactylo, de la saisie, tu vois. Et je suis devenu fou. Là, mon ego, il m'a touché. Et je me suis dit, c'est pas grave. On va y arriver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et un jour, justement, il y a un des boss du middle office qui, je l'ai senti très perturbé. Il était occupé. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il utilisait ce qu'on appelle un Excel qui permettait de saisir en masse des lignes pour transférer de book à book des positions. Je me disais, c'est incroyable, tu fais ça à partir d'un Excel ? Oui, mais je dis, mais pourquoi on fait pas ces saisies-là avec cet Excel-là ? Et en fait, il m'a dit, non, parce que ça, tu vois, c'est trop long, t'as vu ? Et par ligne, il faut rentrer tout ça. Et juste par une analyse à 2 balles, où je me suis dit, mais en fait,
Là, il a raison, en fait, parce que c'est le même book, donc tout est clair, etc. Mais moi, le trader de Centrale, quand il me ramène la feuille, il le fait à partir d'un Excel. Je me suis dit, il y a quoi qui bouge? Son compte, c'est le même, son nom, c'est le même, en fait, tout est figé, sa devise, etc. Ce que je vais faire, c'est je vais paramétriser tout ça dans une feuille de l'Excel où tout ce qui est figé, c'est là-bas, tout ce qui est paramétrable. Et tout ce qui est variable, en fait, c'est exactement ce qui rentre. Donc je lui dis, hey, tu peux m'envoyer ton Excel, s'il te plaît? Et qu'il me l'envoie. Je rajoute le bouton Insert. Et là, ils ont vu tac, 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 tac. J'ai fait la démo devant tous les traders. Mais tu vois, pour un truc aussi faible, ils m'ont vu comme un extraterrestre. Donc, c'est grâce à cette manip que tu as réussi à justement taper dans l'œil des traders et à passer en front office? Je pense que là, ils se sont dit, celui-là, on va le garder. Donc là, j'étais stagiaire, hein, c'est février 2001. Tout ce que je raconte, ça s'est passé dans les 3 semaines. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu es rentré par le middle office, mais finalement, tu n'es pas resté très longtemps. Non. Et justement, moi, je me suis dit, à un moment, ils m'aimaient bien les traders. En fait, ils ont arrêté de me demander de saisir les trucs et venir me dire, est-ce que j'ai besoin d'une matrice qui fasse ça, qui me regarde les positions, les grecs, les machins. J'ai commencé à faire des trucs très intéressants. Et les vieux, surtout, pas les jeunes, parce que les jeunes me voyaient un peu comme un ennemi. Mais les vieux commençaient à vraiment aimer le fait que je sois à leur service et que je sois là pour leur donner. Et eux, en échange, ils me donnaient un peu de leur savoir. Et ça, on en reparlera, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de rétention de savoir. Ouais, il y a beaucoup de rétention de savoir. Et rapidement, je te fais un peu la confidence, mais avant ce podcast, j'ai parlé avec un ancien de la Société Générale qui se trouve, qui m'avait dit qu'il n'était pas très loin de ton desk. Et je te dirai dans 2 minutes ce qu'il m'a dit. Mais juste avant, justement, tu parlais de ces juniors qui te voyaient un petit peu comme un ennemi ou quelqu'un qui n'était pas forcément... ils n'étaient pas très accommodants avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas fait les mêmes écoles? Est-ce qu'il y avait une espèce de discrimination? Faut savoir que c'est des postes qui sont très rares et où ils sont payés très, très, très cher. Tu vois, un trader junior à l'ASG, ceux dont je parle, pouvait toucher 100, 150 000 euros. Et le chef de desk à l'époque, il faut se ramener à 2001. C'est-à-dire qu'avec 300 000 euros, un responsable de desk, quand je dis responsable de desk, c'est un petit market maker à l'époque, hein, il touche 2 millions de francs, 300 000 euros. Et avec 2 millions de francs, on achète un 80 mètres carrés à Paris, quoi. Et à l'époque, facilement. Donc il me voyait un peu comme un potentiel prédateur pour eux, pour leur place. Donc à ce moment-là, ouais. Mais pour les vieux, ils me voyaient, les vieux, qui devaient avoir 10 à 15 ans de moins que moi maintenant, me voyaient quand même comme celui qui allait les aider dans l'automatisation, à prendre justement le virage qu'ils n'avaient pas pris avant, quoi. Voilà, ou ils étaient en train de le prendre, hein, ils se sont bien adaptés. Et voilà, c'est ce qui s'est passé à peu près à ce moment-là. Je pense que c'est important, comme tu le dis, de rappeler justement que cette période-là, le trading, surtout la Société Générale, il faut savoir que c'est des rockstars, les mecs. C'est, je pense, l'un des floors les plus prestigieux sur la place parisienne. Ouais, c'est incroyable. Je pense qu'à Londres, c'était Lehman Brothers, et à Paris, c'était la Société Générale, et même, je pense, sur le domaine où on était dérivés, actions et indices, je crois que le gars qui a quasiment inventé ça, c'est Paille. Après, même sur les produits structurés, qui justement a inventé tous les produits style Himalaya, c'est Sofiane H. qui est alors lui, il est sfaxien, il vient du petit île qui s'appelle Kerkena, et j'invite à tout le monde à la visiter, cette petite île. Il mange que du poisson, c'est obligé qu'il soit aussi intelligent. Et c'était des stars, c'est des grosses stars. Ouais, c'est des grosses stars du floor. On était, je pense, et c'est ce que disait souvent grand boss de la Société Générale à l'époque, du département Mianet, qui disait que, en gros, si on devait nous comparer à une écurie de Formule 1, c'est Ferrari, en gros. Et il a pas trop tort, parce que constamment, on était drafté par des banques américaines ou anglaises ou suisses qui venaient nous chercher pour aller à Londres. Et donc, c'est ce qui faisait qu'on était très, très bien payés, même en restant à Paris. Alors ça, on va en reparler, parce que toi, tu as justement fait ce move-là. Tu as justement été dans une banque anglo-saxonne. On reviendra sur la différence. Et comme prévu, je reviens sur ce que m'a dit cette personne qui était sur un desk à côté de toi. Il m'a dit, je lui dis, d'ailleurs, j'ai un podcast avec Anis dans quelques heures. Est-ce que tu le connais? Il m'a dit, ah oui, Anis Lagenef, je le connais bien. Et donc, par conséquent, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Et il m'a dit, alors, Anis, c'est un très bon trader.
mais il était agressif, mais c'est un très bon trader. Donc, il m'a dit, très bon trader, agressif, mais très bon trader. Alors, je te pose la question, déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire un agressif quand tu es trader? Tu vois, je pense qu'on a tous une nature humaine. Et avant d'y aller, moi, j'étais dans la coopération. Et surtout quand j'étais, je t'ai dit, au middle office, pour moi, je viens du foot, tu vois. Dans l'esprit, c'est l'équipe avant tout. Donc, je suis dans la structure. Mais, tu vois, dans l'équipe, il faut que tu sois titulaire. Il ne faut pas que tu sois sur le banc. Donc, tu dois te taper individuellement et en même temps être dans la structure. J'ai vraiment cet esprit d'équipe. Donc, moi, quand j'y étais, je me bats pour le maillot, mais c'est-à-dire que je me bats pour le boss aussi et pour la structure. Et je pense que ça a été très apprécié à l'Assemblée générale. C'est-à-dire que s'il y a un conseil à donner aux jeunes, c'est bien sûr, votre carrière compte. Vous devez l'optimiser. Mais essayez de faire en sorte, parce que ça se ressent à chaque fois, que ça soit pour le mieux de la structure. Le bon exemple, c'est Mbappé. Très, très fort individuellement, mais une fois qu'il est parti, le PSG a été double champion d'Europe. C'est exactement la même chose en banque. C'est-à-dire que moi, je me bats pour la structure. Mais tant que j'ai été vu comme celui qui aidait, il n'y a eu aucun problème quasiment, sauf avec les petits jeunes que j'ai dit, de centraliens, etc. Après, il y a une bataille d'ego, c'est-à-dire, mec, je suis au middle office, je suis stagiaire, mais je t'en prépare avec des gens de ton cas, t'es pas mieux que moi. T'es pas meilleur que moi mathématiquement, tu vois, ou dans l'intelligence, ou dans ce que tu veux, ou humainement, t'es pas meilleur que moi. Et donc, je me laissais pas faire. Par contre, avec les anciens, j'étais plus dans le respect. Mais une fois que je suis passé dans le trading, là, tout a changé. Même les anciens dont je parlais, qui étaient super sympas, qui m'emmenaient dans les loges au stade, qui m'emmenaient à l'époque, il y avait Noubou à Paris, qui m'emmenaient dans les Pierre Gagnères, alors que j'étais un simple stagiaire middle office. Mais je le suis pas resté longtemps. Je pense que ça a duré 2 mois. Parce qu'une fois que j'ai fait mon stage au back office, ce que j'ai fait un coup de bluff. Ça aussi, ça marche. J'ai mis un ticket d'Eurostar et j'avais un pauvre entretien avec le Crédit Lyonnais, qui s'est mal passé d'ailleurs. On m'a même pas donné suite. D'ailleurs, celui avec qui je l'ai eu, il m'a embauché chez Lehman Brothers, quoi, à Nomura, quelques années plus tard. Et donc, ouais, j'ai fait un coup de bluff et ils ont flippé. Ils ont été très contents de ce que j'ai fait. Parce qu'ils ont vu le ticket. Alors attends, ils ont vu le ticket, ils pensaient que tu te barrais dans une autre structure. Voilà, exactement. Et moi, j'ai fait le con. Ah, Gérard, mais je suis désolé, ils m'ont pris en salle, il est très agressif. Je dis non, mais vous inquiétez pas, c'est juste pour m'entraîner, pour savoir ce que je vaux ailleurs, etc. Et en gros, ils m'ont fait passer en CDI à ce moment-là. Donc ça, c'est au mois de mars. Mais pour revenir, pourquoi il y a cette agressivité-là? C'est qu'une fois que tu passes au trading, une fois qu'ils m'ont passé au trading, c'est-à-dire qu'ils m'ont promis, écoute, c'est bon, tu vas passer au trading. Dès qu'il y a une place qui se libère, hop, on te laisse. Et ils m'ont dit, ça y est, c'était fait. Et moi, c'était incroyable parce que je me suis dit, ça y est, parce que les gars dont je parle, les centraliens, etc., la plupart faisaient des stages qui rôlaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas traders titulaires, même après 10 mois, 20 mois de stage. Ils faisaient des stages qui rôlaient et on les prenait au bout de 2 ans peut-être. Et moi, j'étais en CDI au middle office et direct, je suis passé au trading CDI. Et donc, sur le plus gros desk. Ah oui, parce que, il est très gentil aussi, je passe le bonjour. Le trader avec qui j'ai commencé, en fait, il usait tous les juniors. Il restait à peine 2-3 mois. Donc, on m'a mis chez lui. C'était très, très dur, très agressif. D'accord, donc il avait la réputation de garder très peu ses juniors parce que il leur disait... C'est pas lui c'est eux qui tenaient pas. Ah, c'est eux qui tenaient pas. Et en plus, c'est la France, c'est le desk France dans la plus grande banque française sur les dérivés, actions et indices. Donc, la Société Générale. Et il y avait une culture à l'ASG que je n'ai pas retrouvée trop chez les anglo-saxons, c'est de rien rater du flux. C'est-à-dire de l'info, tu dois la capter à 100%. Même le petit broker qui sert à rien, faut l'écouter. Qu'est-ce que t'as? Ok, non, pas d'intérêt. Tac. Et donc, voilà, j'ai commencé là-dessus. Et là, c'est là que l'agressivité a commencé, parce que c'était une protection. C'est que petit à petit, tout ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est arrivé là. Le mépris de classe. Tu viens du middle office. Cette étiquette. T'as fait l'INT, t'as pas fait les mines ou centrales. Genre, limite, t'es un con. Tu vois? Toutes ces étiquettes-là, mais c'est incroyable, hein. Mais qui peuvent te suivre plusieurs années, même quand t'as explosé tous les PNL. La troisième chose, le côté un peu paternaliste, colonialiste, tu vois. Un jour, je me suis plaint de mon bonus, le gars me dit « Arrête, t'es resté dans ta cité, t'aurais jamais eu ça. »
Alors que moi, je viens tu vois, du centre de Paris, etc., du Marais. Là, je me suis dit, mais tu te rends compte le mec ce qu'il a dans sa tête. Et moi, mais j'ai halluciné vraiment. Un jour, j'avais été voir France-Tunisie, je suis revenu, il y avait tout le monde sur mon desk. Eh les gars, si vous êtes pas contents, si c'est pour siffler la Marseillaise, rentrez chez vous. Moi, je me suis dit, il y a quoi sur mon desk? Tu vas avoir une OPA, une OST, un dividende qui a décalé. Et ils étaient tous réunis pour me dire ça. Et j'ai dit, mais vous êtes des fous, quoi. Allez, hop, hop, cassez-vous. Et en fait, tu es obligé de protéger tes gars dans ton desk, ton business, ton PNL. Et l'agressivité, elle commence déjà au sein de la salle. C'est-à-dire que tu es obligé de muscler ton jeu, comme il dit Aimé Jacquet, face aux autres. Parce que si tu restes dans ta nature, en fait, tu n'y arrives pas. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment... En fait, il y a une certaine animosité, c'est ça, au sein de la salle, des personnes qui vont... C'est des coques, d'ego, des problèmes d'ego. Tu vois, tu le fais bien. C'est pour ça que j'ai fait rire ton personnage, là, parce que c'est exactement ça. Tu as toujours un chef de desk. Tu vois, le chef de desk. Toi, quand tu le présentes, il s'embrouille pas avec les autres chefs de desk. Mais tu vois, il a ses petites poules, là, ses petits coqs. Et derrière, tu vois, il peut, lui, s'embrouiller avec d'autres, tu vois. Sur, par exemple, si les exos ont des gros deals à faire, toi, tu vas et tu as ton réseau. Tu as ton réseau des footballeurs, tu as ton réseau de Tunisiens, tu as ton réseau de... C'est marrant parce que grâce à moi, ils ont pris de plus en plus de gens qui venaient de l'INT. Donc, c'est ton réseau d'école. Ouais, d'école. Vas-y, mec, mets un peu de banque française, mets France-Tel, regarde, tac, tac, et comme ça. Parce que quand eux créent les baskets côté exotique, ils doivent se couvrir. Donc, ils se couvrent avec moi. Moi, ça me donne de l'inventory. Donc, pour inventory du stock, c'est ça, c'est du stock. Pour plus tard être un peu plus armé pour aller sur les marchés et pour connaître encore mieux le flow. Parce que tu as du flow qui vient de l'interne. Et ben tout ça, ça s'en prend pas en face d'un cours ça s'apprend sur le terrain. L'espace de Banard, tu vois. Ça s'apprend sur le terrain. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on te voit là maintenant, on sent que tu es beaucoup plus reposé. Et c'est pour ça que lorsque la personne m'a dit très bon trader, mais agressif, mais très bon trader. Et c'est marrant parce qu'il a placé ce agressif. Donc ouais, je comprends mieux. C'est, je pense aussi, on en reparlera, mais c'est surtout une autre époque. Moi, je te donnerai aussi mon feedback par rapport à la salle des marchés, comment je l'ai connue et comment c'est aujourd'hui. Justement, j'apporterai quelques petites nuances. Mais tu as évoqué un point qui est super intéressant, c'est les banques anglo-saxonnes qui venaient faire leur shopping chez Société Générale et j'imagine une autre française qu'on connaît, BNP Paribas. Pourquoi elles venaient justement vous chercher? Parce que vous étiez les meilleurs? Parce que vous aviez une expertise? C'est la réputation. Ouais. Ouais. C'est la réputation, mais ce qu'ils comprenaient pas, c'est que c'est le système Société Générale qui était puissant. Parce que je crois que la Société Générale, comme la BNP ou le Crédit Agricole, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ils peuvent puiser dans les grandes écoles, genre l'IX, etc., la matière première grise et humaine à bon marché, pour rien. Et c'est ça, en fait. Je le donne toujours, cet exemple-là. Il est complètement vrai. C'est l'histoire des abeilles de Mandeville, de la ruche des abeilles de Mandeville. C'est qu'on met dedans des grandes écoles, des HEC, des Lascar, etc. On leur dit, allez-y les gars, chacun pour soi et Dieu pour tous. Et à la fin, il en sortira que du miel. Et c'est ce qu'il y a eu jusqu'à ce qui devait arriva, c'est-à-dire Kerviel. C'est que, en fait, toutes ces banques ont vachement réussi grâce justement au système éducatif français et le système élitiste français, je pense. Après, il n'y a pas eu que les anglo-saxonnes, parce qu'à un moment, par exemple, je vais t'expliquer un truc. Si notre boss, qui s'appelait Fabien Ajar, un jour, qui a été racheté par Crédit Agricole, qui voulait monter un desk aussi gros sur les dérivés actions indices, lui a commencé à ramener petit à petit tous ses gars. Donc, pour se protéger, c'est un peu comme dans le foot, pour qu'on parte pas. Alors, on t'augmente ton fixe, on t'augmente ton bonus, on te dit, écoute, pour passer de 3 à 5 mois pour la garden leave. Alors, je sais pas si les gens savent ce que c'est qu'une garden leave. Alors, gardening leave, c'est quand tu veux quitter. En fait, tu n'as pas le droit de travailler pendant 3 mois. Et en fait, moi, ils m'ont demandé de passer de 3 à 5 mois. Tout le monde a accepté parce que ils ont donné des 120 000 euros au mec.
Tout le monde a accepté pour 2 mois où tu travailles pas et où tu es payé. Mais moi, j'ai refusé parce que déjà, ça m'a étouffé. Je dis, attends, je suis pas 120 000 euros près, ça m'a saoulé. Et je veux pas, on n'achète pas mon temps. Déjà à l'époque, hein, j'étais un peu rebelle. Ça devait être en 2006. C'était pour se protéger du crédit agricole. Et en fait, c'était drôle parce qu'à chaque fois, ils augmentaient. Donc, on va voir ce qu'ils vont, jusqu'où ils vont. Ils sont montés très, très haut. Et après, ils m'ont fait du chantage. Ils m'ont dit, écoute, si tu signes pas, là, tu dégages. Je suis OK. J'ai signé. J'ai pris cet argent. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai démissionné, la banque où je suis allé, il y avait Lehman Brothers, mais elle venait de se faire acheter Nomura par Nomura. Nomura n'était même pas dans la liste. Donc, j'ai touché gratuitement ce que, malheureusement, un prof pourrait toucher en 10 ans, quoi. Et on peut parler du montant Je crois que ça commençait vers les 120 et je crois que j'ai signé à 360. 360 000 euros bruts, par an. hein, donc, par an? Non, 300. juste pour signer, de passer de 3 à 5 mois de la garde libre. Ah, et pour ça, tu as touché un extra bonus de 360 000 euros. Ah ouais, d'accord. Payé même pas pendant le bonus, hein, payé dans le mois, avec le salaire. Ah, c'est incroyable. Ouais, mais c'était l'époque, c'était un peu n'importe quoi. Après, je parle facilement de l'oseille, parce qu'aussi, les gens y comprennent, je m'en fous un peu, en fait. Mais on reviendra sur ça parce que je pense que c'est très intéressant. Et on va poursuivre rapidement sur la différence entre les banques anglo-saxonnes dans lesquelles tu as pu être et les banques françaises. Il y avait un fait qui m'avait fait sourire. C'est quand tu m'as dit, on préparait cette interview, on s'était appelé, et tu m'as dit, en fait, à la Société Générale, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient un mec qui avait fait des études et un mec qui n'en avait pas fait. Ils les mettaient ensemble. Un mec plutôt marché, un mec qui avait fait, et formaient souvent des duos. Toi, tu l'as vu réellement, ce truc-là? Par exemple, si on regarde ceux qui faisaient l'Eurostoxx, qui est le plus gros indice, moi j'étais sur les actions, mais sur les indices, je pense que le gars, il avait un DUT. Mais il a beaucoup plus de flair et de vista. C'est un lascar, tu vois, il se laisse pas faire. L'autre peut sortir le skew, le smile, la convexe, etc. Mais attends. Je pouffe, tu vois, il ment. Laisse-le venir, il va venir, laisse-le. Tu vois, il va avoir du flair un peu de lascar. Et ça marchait super bien. Et donc, on combinait les deux profils. Voilà. Okay. Pendant longtemps, mais ça, c'était plutôt avant que je vienne. Parce que, il faut comprendre, avant que je commence, moi, c'était très physique, le trading. Okay. Il y a le boss de Kerviel, par exemple, quand tu vas dans les repas de broker, on te raconte toujours les vieilles histoires et t'as les vieux de l'ASG qui racontent les vieilles histoires. Mais par exemple, le boss de Kerviel, qui était un X, était très petit. Et on nous a expliqué, il était très très bon, parce qu'à l'époque, tu avais des books. Il n'y avait limite pas besoin d'aller voir les options, combien valaient, il savait, etc. Mais physiquement, il avait du mal, parce qu'il était petit. Et on lui a mis un grand lascar avec lui. Je crois que c'était devenu mon boss après. Ok. Et ce gars-là, je pense que pareil. C'est un mec qui a son bac tranquille, qui adorait le ping-pong. Mais c'est marrant, parce que quand tu lui parles, il sent physiquement les options, ils y arrivent. Des fois, ils ont un peu de mal, on va dire, techniquement, quand ça devient un peu plus pointu, quand il y a des OST. Donc, il faut leur faire des outils. Et ça qui est bien, on a des armées. À ASG, il y a ce qu'on appelle les commandos. C'est un truc limite au départ, quand j'y étais, c'était du bizutage. Tu as fait l'X et tu te mets à faire des Excel en une demi-journée pour les traders, parce qu'il y a une OST, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Tu as besoin juste de cliquer et tu as le résultat magique devant toi. Donc, ces gars-là étaient vachement, tu vois, encadrés. Et le problème de ça, même moi, c'est-à-dire que très rapidement, tu arrêtes de coder. J'ai dit qu'au début, j'avais réussi un peu par des pauvres macros VBA qui servent à rien. Et petit à petit, tu les faisais pour les traders, pour toi-même, le soir, quand tu es junior. Mais à partir d'un moment, avec ces équipes-là, les équipes commando, en fait, ils font tout pour que ce que tu aies à faire, c'est juste du PNL maker. Tu fais du PNL maker. Ok, mais non, ça m'a fait sourire parce que c'est une expression que j'utilise souvent, être un PNL maker. Donc, ça m'a fait beaucoup sourire. Je reviens sur ça. Toi, tu te situais où justement dans le duo? Mais je pense que j'étais hybride. T'étais hybride, ok. Parce que, tu vois, quand tu dis agressif, je me suis aussi donné un rôle, tu vois, parce que le gars avec qui j'ai commencé était très agressif. Moi, tu vois, je t'ai dit, je viens du Marais, de Charlemagne, mes copains sont tous, ce qu'on dirait, les fils à papa, tu vois. Et quand je jouais au foot, c'était le contraire. Les bons joueurs, ils venaient de Sarcelles, ils venaient de Villepinte, de Drancy, etc. Ils venaient tous au Paris FC, tu vois. Et là, il fallait que je muscle mon jeu, tu vois. Pareil, quand j'allais au Bled, les gens venaient du 9-3, etc. Il fallait pas... En fait,
tu es obligé à un moment d'avoir une triple personnalité pour te protéger, en fait. En fait, tu t'es adapté finalement. Ouais, tu t'adaptes. Et j'ai appris à m'adapter. Et ce que j'ai appris à la banque, c'est que te donner un côté lascar pouvait plaire, en fait. Tu vois. Et donc, moi, bah, tu vois, s'ils pensent que je viens de citer, pourquoi pas. Du moment que ça me protège et qu'ils me respectent. Et je pense que moi, j'avais le côté un peu lascar, mais aussi le côté un peu qui aime la modélisation, etc. Donc, j'étais un peu entre les deux. Mais par contre, on m'avait mis avec quelqu'un qui était plutôt pas quantitatif, tu vois, du tout. D'accord, ok. C'est un ancien qui venait du Flore, qui devait avoir 10-15 ans de plus que moi, qui était super. Voilà, mais humainement, c'est super. C'est quelqu'un qui gérait des équipes, des égos, qui arrivait, qui avait... En fait, c'est ça qui est pas priceable, et je le vois chez les jeunes. C'est l'humanité que tu peux avoir. Le boss avec qui j'étais jusqu'au jour où je démissionne, même si je pensais pouvoir le dépasser ou être plus fort que lui, j'ai toujours été dans le respect parce que lui-même était dans le respect, tu vois. Lui-même était dans l'humanité, tu vois. Et ça s'apprend pas à l'école non plus. C'est l'école de la vie, et c'est quelqu'un, tu vois, qui a de l'expérience, qui était assez juste dans ce qu'il faisait, etc. Et en fait, t'as besoin de faire de l'allégeance. J'ai des copains footballeurs, des jeunes, direct, ils veulent jouer, c'est normal. Mais je lui dis, ton coach ne le voit pas comme un ennemi, c'est pas ce qui te fait pas rentrer. Essaye justement de lui dire, mec, je suis ton gars, je suis ton soldat. Ils ont du mal, les jeunes, avec ça. Mais moi, c'est incroyable, à cet âge-là, j'arrivais à le comprendre. Je sais pas si c'est un problème de génération ou pas, j'arrivais à comprendre que je devais être le soldat de quelqu'un qui est plus grand que moi et qui a vécu plus que moi. Ouais, ça, je pense que ça fait écho aussi à la notion de montrer que tu es fiable à ton boss, montrer qu'on peut compter sur toi, parce que finalement, c'est ça. Enfin, c'est l'un des seuls métiers où en fait, le mec peut être très talentueux, etc. Si t'as pas confiance, tu progresseras jamais. Ça, tu vois, j'ai eu affaire surtout à la Barclays, ou à Barclays, mais même à Nomura, à des gens qui avaient fait l'X, etc., ou qui avaient fait des écoles très, très prestigieuses. Et ce que je leur disais, surtout un en particulier, je dis, écoute, tu es très, très, très fort, mais tu dois apprendre, avant d'optimiser ton PNL, à savoir, te vendre et à mettre en confiance ton boss. Moi, je suis ton boss, j'ai pas confiance en toi. Tu manques de communication, tu caches des choses. Mec, si tu les connais, je vais pas, plus tu fais de l'argent, moi, plus je suis payé. Donc, et 3, j'ai pas confiance en toi. C'est-à-dire que je me sens pas à l'aise avec toi, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a pas plus que dans des grandes structures où, en fait, les gens placent les personnes sur qui ils ont confiance, plus que dans la compétence. Bien sûr, il faut être compétent, mais tu vas pas passer le gars qui va te mettre un couteau dans le dos. Et quand on monte dans des niveaux, responsable de desk, responsable du flow trading, indices et actions, et après responsable du trading monde, etc. C'est fini là. C'est plus que la compétence. C'est aussi l'allégeance. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas que la compétence, c'est l'allégeance en plus. Ah non, mais bien sûr. Ok. Non mais très intéressant. Et alors je rebondis parce que on voit des cerveaux se diriger dans cette industrie et comme tu me l'avais dit en call, il y avait des notions. Enfin voilà, c'est stimulant. Toi, qu'est-ce qui te stimulait dans cette industrie? Alors, on va dire, j'ai eu 2 phases de 2001 à 2009. Ce qui me stimulait, c'est justement l'action quotidienne, d'aller très très vite dans le trading, d'acheter, de vendre, d'aller vers les OST. C'est quoi OST? C'est les opérations sur titre. C'est là où il y a de l'argent à se faire. C'est là où il faut aller très très vite. C'est là où tu as des cerveaux à l'ASG qui peuvent travailler pour toi, ou des mecs qui peuvent être structurellement dans leur rigueur et dans leur démonstration plus forts que toi. Là, on n'a pas besoin d'intuition, mec. C'est des chiffres, c'est des calculs. Tu dis, écoute, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Hein. Tiens, tu peux lire. Ça y est, ça a été, c'est officiel. Le document, il est sorti. Tu peux le lire vite fait. Hop, le mec te donne un Excel, etc. Hop, 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 hop. Voilà à quoi doit ressembler la nappe de vol maintenant, tu vois. Et là, tu vas, t'arbitres. Et en fait, juste d'être dans l'action, pas dans le quotidien constamment. Mais même le quotidien était drôle. Tu devais connaître tous les flots, qui achète quoi, qui vend quoi, sur telle partie de la nappe de vol, etc. Donc tout ça, c'était très stimulant, mais
Après, vers 2007-2008, ça y est, t'en as marre, là. Tu vois, après 4-5 ans, t'as fait le tour. Et après, là, j'ai commencé à me dire, attends, je vais prendre un peu plus de recul. Déjà, je voulais arrêter déjà à l'époque. Et je me suis dit, arriver un peu plus en retard, prendre 1 à 2 heures de... Tu te rends compte, à l'ASG, hein, je prenais des 1 à 2 heures de pause le midi. Et en fait, mais le PNL y suit, c'est ça le problème. C'est que tant que le PNL y suit, les gars te suivent, ils sont payés aussi sur le PNL. Mais ça crée énormément de jalousie. Tu vois, quand tu dis agressif, je pense que je devais être le mec le plus apprécié de mon équipe, mais en même temps le plus détesté de la salle. Un de ceux des plus détestés de la salle. Donc, ton Parce que, équipe t'appréciait ouais, bien. parce que eux, je les protège. Ouais. Et les autres, quand ils voient que je suis pas là, que je suis payé autant, que je fais le cador, que, tu vois, un jour, je vais t'expliquer, un jour, on me l'a beaucoup reproché. Tu vois, il y a un Porsche, un jour, il y a eu un short squeeze dessus. Oui, avec Et, Volkswagen, ouais, l'histoire. voilà, exactement. Et moi, tu vois, on s'ennuie dans une salle de marché des fois. Quand il y a des choses comme ça, tu le vis une fois dans ta vie, toi, de trader. Et en fait, à un moment, j'ai dit, mais, t'es genre à 500-600, j'ai dit, mais attends, on va aller à 911, là. Et en fait, on est allé à 911. Et après, on est allé à 996, 993, 904. Et je commençais à donner toutes. Je criais dans la salle tous les niveaux des modèles de Porsche. Ok. Il y a un énorme boss. Il me dit, ferme ta gueule. Et lui, s'il m'a dit ça, il fallait que je ferme ma gueule. Ferme ma gueule. Il se faisait ouvrir dans la salle. Mon propre boss se faisait massacrer sur Volkswagen en parlant en centaines de millions d'euros. Donc, Ah, et pendant ce temps-là, toi, tu criais ouais. les modèles de Mais je Porsche. sais pas, moi. C'est des poses de boss, tu vois. Moi, quand je suis allé dans une banque anglo-saxonne, tout est transparent. On connaît la pose quasiment de tout le monde. Mais pas à l'AG, c'était opaque. Chacun a ses propres poses, etc. Chacun a sa propre analyse de risque. Donc ça, je pouvais pas le savoir. C'est vrai que des fois, tu vois, il faut savoir aussi pas faire la grosse gueule, tu vois. Et là, on se faisait massacrer. Et tu vois, ça a eu un impact sur mon bonus, par exemple. C'est là où il y a un peu d'injustice, c'est que Ah oui, tu te bats pour ton parce propre... que le mec est venu te dire, ok, Non, pas parce qu'il m'a dit ça, parce que c'est le bonus pool. À la fin, c'est une enveloppe de bonus. Et si moi, je fais énormément d'argent, mais que d'autres en perdent, bah forcément, il y a moins d'enveloppes et donc il y a moins à se partager. Tu comprends? Il y a un impact, en fait. Et c'est ça qui est un peu frustrant dans une banque de marché, c'est que ton bonus ne dépend pas que de toi-même. Il dépend aussi de l'environnement dans lequel tu es et aussi du marché. du marché en sa globalité. S'il y a une activité qui perd et toi tu gagnes, on va souvent sortir le truc de, il y a tel desk qui perd, on est obligé de compenser. Donc même si tu as fait une belle année, on est obligé de redistribuer. Ou même s'il y a une autre grande crise et que les marchés baissent et que la banque fait moins d'argent, ben, il y a moins à se partager. Et bien sûr, ce qu'ils vont faire là, ben, c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu à me plaindre. C'est incroyable. C'est vraiment la gaussienne. Ils vont vraiment payer ceux qui veulent garder. Et les autres, tu leur donnes rien. Donc, on comprend bien que toi, tu étais, je dirais, du bon côté de la gaussienne, assez souvent. Très, très et tu parlais d'intensité quand tu es en trading. Concrètement, si tu devais nous donner la journée la plus intense que tu as vécue, que tu as toujours en tête, ce serait laquelle? Là, tu t'es dit, tu as fini la journée, tu t'es dit, ah ouais. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Ah, non, il y en a trop. Il y en a trop. Il y a tout de 2008 quasiment. Ça a commencé en 2007 avec Dexia, etc., Bear Stearns, etc. Il y a eu 2008. Il y a le jour où la SocGen a coupé son div. Tu vois, moi, j'étais le seul au monde trader sur la Société Générale, loadé de dividendes sur Société Générale, qui a perdu de l'argent parce qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait. Et le jour où la Société Générale a coupé son div, j'ai perdu énormément d'argent sur le dividende, mais j'ai fait énormément d'argent parce que j'étais très long sur la convexité Société Générale. Tu te rends compte, à l'époque, on pouvait traiter notre propre stock. C'est incroyable maintenant. Je pense que c'est interdit, je pense, parce qu'en Angleterre, c'est interdit. Ouais. Alors, je vais nuancer parce que tu parles de maintenant. C'est vrai que c'est ce que je te disais et je pense que la phrase « deux salles, deux ambiances » fait vraiment sens en fait dans notre contexte parce que, moi, j'ai connu la Société Générale très récemment, donc 2023. J'ai également, avant ça, été en stage aussi à la Société Générale. Et c'est vrai que l'ambiance que tu décris n'est plus, mais vraiment plus du tout la même. C'est vraiment beaucoup plus calme.
Alors, moi, je pense que j'ai pas aussi été au niveau de seniorité correspondant pour connaître typiquement les affaires de politique. Je pense que de la politique, il y en a dans toutes les entreprises. Donc, je pense Énormément que dans une salle de marché. et énormément dans une salle des marchés. Et ça, c'est Koh-Lanta, ouais. Dans toutes les salles de marché du monde, je pense qu'il y a ça. Mais en tout cas, cette ambiance où il y a de l'animosité, etc., et des traders très bruyants. C'est pas de l'animosité, c'est de l'ego, en fait. C'est de l'ego. En tout et cas, de la protection et du territoire. En tout cas, moi, je l'ai pas forcément vu. En tout cas, pas du tout vu. Et moi, du coup, je te donne mon feedback par rapport à l'équipe dans laquelle j'étais. Très bienveillant. Tu parlais justement de rétention de l'information. Ça, je pense que... Ça ne doit plus exister, mais de toute façon, là, tu prends Gemini, tu lui demandes c'est quoi une option, Ouais. c'est quoi un smile. Ouais. Parce que moi, pour le coup, quand j'allais justement vers ces opérationnels, en fait, c'était hyper pro. Ils t'apprennent énormément de choses. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment... il y a eu vraiment mais de toute façon, c'est vu aussi dans la politique de la banque. Il y a eu vraiment un switch. C'est en 2008-2009. Ce switch-là, il s'est opéré en 2008-2009. Quand c'est mangé une grosse claque. Mais on va dire l'âge d'or, c'est 2006-2007, c'était juste de la folie. Avec les brokers. Alors, on va parler des brokers. Parce qu'en fait, finalement, le broker, c'est une personne. Moi, je dis souvent, tu parles plus, normalement, si tu es en vol comme tu es toi, tu parles plus au broker qu'à ta propre femme dans la journée. Largement, ouais. Donc, en fait, si tu as un broker attitré, tu lui parles plus que ta propre femme. Toujours. Il te connaît mieux même quasiment que ta propre femme, parce qu'il t'a vu stressé, il t'a vu content, il t'a vu pas content. Donc, il t'a vu dans tous les états, il t'a vu peut-être en soirée, il t'a vu, voilà. Donc, il t'a vu dans toutes les situations. Et donc, rappelons-le, le broker, c'est celui qui te permet de... C'est l'intermédiaire. Ouais, c'est entre les banques. C'est l'intermédiaire entre les banques. Donc, par exemple, toi, si tu veux vendre des options et que l'autre, il veut acheter des options, on est obligé de passer par un broker. On est obligé de passer par un broker et c'est lui qui va crosser les intérêts. Et donc, le broker, il y a une relation particulière quand tu es trader avec le broker? Chacun a un ou deux brokers attitrés qui travaillent pour toi. Lui, bien sûr, il touche énormément d'argent et en fait, sa vie financière, elle dépend de toi. Et toi, en fait, tu as besoin de gens qui se battent pour toi. Mais après, ce qui est incroyable, ce que j'ai remarqué, et ça, j'arrivais à le sentir, tu vois, c'est que chaque broker arrive à connaître le vice de chaque trader. C'est-à-dire que soit ça va être l'ego, soit ça va être la naïveté, soit ça va être d'autres choses, des passions, en fait. Il y en a un, il va aimer les femmes, l'autre, il va aimer la drogue, l'autre, il va aimer les grandes soirées, les grands restos. En fait, ils connaissent les vices de chacun et ils en jouent. Et c'est malheureusement, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à voir qui est tenu par son broker. Ah, parce que moi, je pensais que c'était complètement l'inverse. Aujourd'hui, je te parle d'il y a 20 ans. Hein. Ah, ok, il y a 20 ans. En 2006, 2007, etc. Ok, parce que moi, aujourd'hui... très peu régulé. Parce que j'ai pas envie de parler de ça, mais moi, j'étais pas bien en salle de marché parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont même contre mes valeurs, tu vois. Je te donne un exemple pour te dire à quel point c'était dépravé. Tu vois, quand il est 16h30, 17h30 à l'époque, et que les marchés fermaient, nous, il y avait... les gens pouvaient venir, on était comme des bêtes de foire. Tu vois, les vieux qui investissaient vachement en private equity, à la LG, etc. Des fois, on les ramenait pour les remercier. On les faisait traverser. Il y avait une énorme baie vitrée dans le couloir qui donnait sur mon desk. Donc, ils avaient mis mon desk parce que je crois qu'on était les plus gentils, tu vois. Mais juste en face de nous, il y avait les traders indices. C'est les plus foufous, ceux-là. Et c'est ceux qui traitent le plus en nominal et c'est ceux qui laissent le plus de brokerage. Bah, eux, des fois, ils recevaient des vidéos porno, ils les ouvraient à 17h30, ils les regardaient devant toi. Tu te rends compte? Quand je dis ça à des jeunes, ils disent « Mais non, mais c'est pas possible ça maintenant dans une banque. » Ah oui, c'est pas possible. Moi, je te confirme que c'est pas possible. Voilà, moi, j'ai vécu à une époque où c'était comme ça. Ouais, mais après, ça, c'est peut-être un cas particulier, peut-être... Non, même j'en parle avec les anciens, même quand ils y repensent. Mais ça, c'est le truc le plus gentil que je peux dire. Il se passait, tu vois, quand tu vois le Pierre Chartier que tu fais, il est marrant. Mais il se passait des trucs de malade. Ok, mais alors je pense que c'est quand même... Et pourtant, ils ont fait l'X centrale, c'était des gentils. Hein, ils sont allés, à un moment donné, ils ont été gentils. Mais voilà, alors pour le coup, tu vois, sur ce point-là précisément, sur la relation entre trader et broker, pour le coup, de ce que j'ai vu,
c'est complètement l'inverse. D'ailleurs, il y a une expression, je vais te couper la ligne. Je pense que celle-là, vous l'aviez aussi, cette expression. En fait, ça, c'est quand tu as le contrôle. Mais c'est ce que je te disais. Moi, j'arrivais à voir. Moi, je pouvais couper la ligne de ce que je voulais. Et ça se sent dans ta façon de parler, etc. Mais il y a des gens, tu sens qu'ils se faisaient mener en bateau par leur broker et tu te demandes, mais pourquoi? On sait pourquoi, en fait, parce qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant et qui sont cachées. Mais tu vois, ça a été, on va dire, jusqu'à 2008-2009. Après, ils ont vachement régulé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu devais aller faire une sortie broker, tu devais le dire, même un resto. À la fin, moi, à la Barclays, on avait même un café, on devait se le payer. Mais quand tu régules trop, c'est ça que je reproche justement à la régulation, c'est que à un moment, l'être humain, il sait pas s'arrêter. C'est-à-dire que soit il est dans un extrême ou soit il part dans l'autre extrême. Quand tu régules trop, ce qui se passe, c'est que tout se fait de manière plus cachée encore et moins transparente. Et ça, c'est vrai pour tout, en fait. Mais on va dire à la fin, ça reste des détails parce que du vice, il y en a partout. Tu vois, là, on parle de finance, etc. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'enjeux dans la finance. Mais si tu parles à des gens qui ont des syndics ou qui donnent ou qui s'occupent d'un office HLM et qui donnent du business, etc. Bah, il se passe aussi des choses très bizarres dans ces domaines-là, peut-être à moindre échelle, peut-être au lieu de parler de voitures plus luxueuses, ça va être des voitures moins luxueuses. Peut-être au lieu de parler de restaurants très très étoilés, ben ça va être des restaurants plus terre à terre. Oui, non, mais c'est clair que Tu pour comprends faire pas. écho à ce que tu dis, c'est vrai que cette, je dirais, ces sortes de pots de vin, hein, finalement, si on peut appeler ça comme ça existe partout. Enfin, moi, j'ai envie d'avoir, si tu veux, l'intime conviction que ça reste quand même des personnes, des cas isolés dans l'industrie. Et d'ailleurs, des fois, ça se sait. Hein, des fois, il y a un journal qui sort avec écrit, voilà, il y a eu telle mallette de cash qui a été trouvée dans tel bureau, et donc malheureusement, la personne, elle est C'est clair, menée c'est aux des cas oubliettes, isolés, mais tu ce que vois. je veux dire, c'est pas pour pointer du doigt des personnes ou un système. Alors après, nous, on est les plus traders foufous sur la vol, tu vois. Par exemple, un trader exo ou un structureur exo, les gens vont se dire, mais non, mais c'est pas possible. Moi, je me fais mon stage à la BNP ou chez Goldman, tout ce qu'ils racontent, ça n'existe pas. Déjà, je parle d'une autre époque. On est en train de parler de 2002-2007. OK? Et en plus, même entre 2002 et 2007, moi, je faisais partie du desk, on va dire, des traders les plus hard traders, tu vois. Ok, les plus fous, quoi. Ouais, les plus fous, ceux qui sont plus dans Là l'action, où il etc. arrive le plus de choses, quoi. Ouais, voilà, dans la journée, etc. On n'est pas des traders exo qui regardent la Corel, qui avons le temps de regarder le basket. On n'est pas on est dans la seconde, nous. On n'est pas dans l'heure, tu vois. Pareil, ceux qui sont dans la structuration, mais on me dit, mais de quoi ils parlent, tu vois. Là, je parle vraiment d'un petit groupe, tu vois. Oui, d'un petit groupe Ouais. Ok. De traders. Ok. Bah, c'est très intéressant. On va revenir sur justement ce qui a pu causer, on va dire, cette rupture avec ton métier et ce que tu faisais et l'industrie, et le regard un peu critique que tu portes sur cette industrie. Mais avant, tu as cité Pierre Chartier. Je dirais, avant d'entamer un sujet assez sérieux, assez profond, on va parler de Pierre Chartier. Est-ce qu'il y a eu un moment, parce que je pense que tu m'en as parlé, tu as vu un petit peu les vidéos que je faisais, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment comme ça? Est-ce que tu as vécu des scènes avec des Pierre Chartier? On me l'a envoyé il y a à peu près 1 an, Pierre Chartier. Et je dis non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui était au moins à mon poste. Tu vois, c'est pas possible. Il a tous les codes. Il raconte les mêmes blagues vaseuses. Vaseuses entre parenthèses, tu vois, parce que toi, c'est un jeu. Mais c'est réel dans la vérité. À charrier un peu tout le monde. En fait, pourquoi tu charries un peu tout le monde? T'es le boss. C'est toi qui les payes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Des gens que tu payes des centaines de milliers d'euros, ils sont prêts à accepter tout. Mais alors toi, tu es toujours dans la boutade, dans la rigolade, mais des fois, ça peut être l'énervement, ça peut être une pique, ça peut être, tu vois. Et les gens l'acceptent plus facilement, tu vois. Surtout à l'époque. Hein. Je pense que les petits jeunes là, ils sont plus rebelles, d'après ce que j'ai entendu. Et moi, je les ai vus venir. La cassure, en gros, elle se situe à 1984. C'est les premiers rebelles que j'ai trouvés, moi. Alors ça, c'est quelqu'un la que t'as génération. connu. Ça, c'est quelqu'un que t'as connu. Tu lui as demandé son année, il t'a marqué parce que tu m'as sorti une année 1984. Non, tous. Cette année-là, c'est ceux qui se laissent le moins faire. À partir de là. Hein. Parce que aussi, c'est ceux qui sont venus, alors 1984, en 2007, 2008, ils avaient 23, 24 ans.
eux, il y avait, alors c'est l'image qu'on donne toujours, il y avait un festin de malades, et ils sont arrivés, il restait plus que les miettes. Donc, en gros, ouais, c'est fini ton monde où tu peux nous parler comme à de la merde, tu vois. Tu dois nous respecter. De toute façon, il n'y a pas beaucoup à manger. Moi, je suis pas là pour que tu me parles comme ça, en gros. Je parle pas de moi personnellement, mais en particulier, les Pierre Chartier. Mais ce Pierre Chartier-là, ouais, et en fait, il existe toujours. Et il y en a un par desk. Et malheureusement, c'est des desks d'égo, en fait. Mais Pierre Chartier, encore une fois, c'est soit un desk de flow ou au mieux un desk d'exotique ou de Delta One, ou, tu vois, ou de basket trading. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelqu'un un peu où ça bouge pas mal. Et est-ce que tu as senti, toi, un jour, tu as eu une interaction avec un Pierre Chartier Tout le temps. Mais il y a que ça, les Pierre Chartier, c'est les chefs de desk. Tu m'avais raconté cette anecdote, maintenant je me rappelle. Un jour, tu passais un entretien dans un fond, je crois. Ouais. Et le mec, il t'accueille, les pieds sur la table. Je crois que c'était un polytechnicien et il te Normalien. dit... Normalien. C'est un Normalien très connu, et hedge fund vers la gare Saint-Lazare. Ouais, et il te dit, je sais pas ce qu'il te raconte. Ah ouais, lui, en fait, c'est marrant parce qu'ils sont très connus. Hein. C'est deux Normaliens qui doivent avoir maintenant vers la soixantaine. Un très cato et l'autre très foufou. Et ils vont très bien ensemble. Et ils ont un fonds très connu d'ailleurs vers la gare Saint-Lazare. Et donc deux Normaliens qui prennent beaucoup de Normaliens d'ailleurs. Et oui, très drôle, comme dans un film, comme une scène de film. Il avait les pieds sur la table de son bureau. Et il m'a expliqué, j'ai trouvé ça très sympathique. Il m'a dit, écoute, tu vois, le market maker, le petit market maker de chez Exane ou de chez Odo à l'époque. Tu vois, lui, il est dans la dimension 1. Il voit que des prix. Ah, dis-toi, tu as un trader flow, tu es à la Société Générale, tu es dans la dimension 2. Tu vois les prix, mais tu vois aussi les flux, qui achètent, qui vendent, tu sais, tu vois. Et il a laissé un blanc, il dit, moi, je suis dans une autre dimension, je suis dans la dimension 3, je te nique toi et lui. Ah ouais. Je dis, comment? Il me dit, moi, je vous arbitre la gueule, parce qu'il faisait ce qu'on appelle l'arbitrage entre le crédit et les options. Donc, tu vois, lui, il voit des choses que nous, on voyait pas. Mais on est en train de parler peut-être 2004-2005, j'étais encore un peu junior. Donc Et en fait, il te le dit... Ouais, c'était trop cash. Et, mais tu vois, c'est sympathique, hein, c'est dit de façon très sympathique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre. À l'époque, il n'y avait pas de filtre. Il n'y a jamais eu de filtre. Et des fois, tu vois, limite, quand t'appelais France Télécom et qui t'énervait parce que tu comprenais pas ta facture de téléphone mobile, parce qu'à l'époque, tu sais, allez, limite, t'avais envie de lui dire, mais je te coupe la ligne. En fait, des fois, t'arrivais à pas faire la limite entre le monde pro, sans limite et ta vie, soit avec tes amis ou soit avec le monde extérieur. Et c'est là où, à un moment, je pense que 2008 a fait redescendre les égos et nous a ramené un peu à notre finitude. Et donc, pour poursuivre justement dans la description de cet environnement, c'est quoi l'anecdote qui t'a le plus marqué lorsque tu étais en salle des marchés? Alors, j'ai pas envie de radoter parce que je raconte toujours les anecdotes et il y en a eu beaucoup en fait. Mais celle qui m'a marqué le plus, mais je l'ai déjà racontée, mais on peut la raconter encore. Mais c'est quand il y a eu le deuxième avion du World Trade Center qui a tapé le World Trade Center en septembre 2001. Et c'est un trader du basket trading qui a crié, et qui est parti sur son desk et parce que les actions et les indices avaient disloqué et qui est parti faire de l'argent, quoi. Et était content. Alors qu'un avion vient de taper une tour, tu vois, le truc, nous, on était tous choqués. Et ce qui est marrant, c'est que les traders à l'AG, ils se sont divisés vraiment en deux groupes. T'as ceux qui ont baissé le micro, tu vois, des étralis. Je sais pas si Pierre Chartier, il a une étralie. Ouais, une box quoi. Une box ouais, où tu peux parler. Ouais. Appeler les brokers. Donc, il y en a, ils ont baissé le micro pour dire, voilà, on arrête de traiter. Et d'autres qui ont continué, qui ont profité parce que ça disloquait dans tous les sens. Et non, ça, c'est de très, très loin ce qui m'a le plus choqué. Et donc, toi, à Nice, on comprend bien vis-à-vis de ce que tu as fait après, et notamment, tu as eu aussi un engagement médiatique, on reviendra là-dessus après, mais tu as porté un regard critique sur cette industrie. Et avant de parler de ce regard critique, moi, j'aurais aimé comprendre, c'est quoi le déclic? Quel est le déclic
qui t'a fait dire, OK, j'arrête, je m'en vais? En fait, c'est continu. Il y a pas C'est de une déclic. accumulation de C'est une choses? accumulation parce qu'en fait, moi, tu vois, il y a qu'une chose qui va régir ce que je vais faire. C'est mes convictions, tu vois, personnelles. Et j'ai eu beaucoup de discussions, que ce soit en interne avec des traders ou en externe avec ceux qui pouvaient m'aider sur mes convictions, de me dire, mais il y a quelque chose qui va pas. Moi, je suis sur les actions. Tu vois, l'action, c'est quoi? C'est une partie d'une société qui donne des dividendes, etc. Je fais des indices. Pourquoi ce milieu, il me dégoûte autant? Pourquoi ça se passe mal? Tu vois, quand je dis dégoûte, c'est qu'à la fin, c'est trop dur, tu vois. Au début, c'est marrant, mathématiquement, c'est stimulant, tu fais de l'argent, tu sors de la pauvreté, tu achètes ta Porsche, t'aides tes amis, tu investis dans des œuvres charitables et caritatives, tu vois. Parce que, tu vois, moi, j'aime recevoir l'oseille, mais comme si c'était une note en maths, tu vois. Je veux mon 20 sur 20. Mais après, s'il faut que le deuxième, il est 19,5, moi, ça me dérange pas, tu vois. J'aide vachement les autres à être aussi bons que moi en maths jusqu'à la terminale et même après. Tu vois, je suis dans le partage. Mais il y a quelque chose qui allait pas. J'étais pas heureux. Constamment, j'étais pas heureux et en fait, j'avais trop de conscience, trop de sensibilité par rapport à ce qui se passait. Et j'enviais les gens qui disaient, tu te prends trop la tête, vas-y, lâche, vis ta vie et c'est tout. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens se prennent pas la tête parce que ils sont dans le devoir de payer leur crédit, devoir de payer leur voiture, devoir de payer les vacances, le devoir de, tu vois, ils ont pas le luxe justement de se prendre la tête. Et moi, en fait, j'aurais pu gagner autant d'argent et me taire, en fait. Et pour, comme disent certains, ne pas cracher dans la soupe. Mais je suis le premier à faire mon autocritique. Et c'est pas une critique du système d'abord, c'est une critique de moi-même. Mais moi-même, qui suis à l'intérieur d'un système. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je suis si mal à l'aise dans cet environnement? Et petit à petit, on a eu plein de débats et on essayait de justifier à quoi on servait. La question qui faisait le plus mal aux mecs, c'est, mais on sert à quoi, gars? Et ils ont fait toujours la même réponse. C'est la seule sur laquelle ils arrivaient à sortir. C'est dire, ouais, mais nous, on est là pour apporter de la liquidité. C'est la phrase magique que tu entends dans toutes les salles de marché. T'es pas d'accord avec ça? Non, pas d'accord. Même si c'est vrai. On apporte de la liquidité, c'est vrai. Mais je suis pas d'accord. C'est que, à un moment, avec tout ce qu'on fait, il y a énormément de bruit. Il y a un économiste qui a eu le prix Nobel, qui est anti-système. Je sais pas comment il a fait. Et qui a dit qu'en gros, on devrait faire juste un seul fixing par an. Bon, lui, c'est un ancien, il a eu son prix Nobel à la fin des années 80, je crois en 87, Maurice Allais. Et il dit, mais, trop de bruit dans les marchés. Pourquoi on devrait traiter de façon continue? On devrait faire un fixing le matin, un fixing le soir. Ça suffirait. Et nous, on est là dans le temps continu parce que ça fait des fees pour le clearing, des fees pour le marché, des fees pour tout le monde, des marges. On est toujours dans le bruit, on achète des options là, ici et là. Le fait de dire oui, je suis en train de couvrir une position client, c'est le plus gros mensonge qui existe au monde. Parce qu'en fait, les traders font énormément de prop trading. Donc jusqu'en 2008, 2009, c'était autorisé. Après, il y a eu Vogler pour dire, bah non, vous êtes des banques des banques d'investissement, mais aussi avec du retail. Bah donc là, c'est terminé. Ouais, là, c'est terminé. Mais sauf que tout est négociable, on va dire. Mais plus que négociable, c'est que des interprétations. Et tout est interprétable, surtout avec des bons avocats. Pourquoi tu as acheté cette option? Parce qu'il y a un client, je pense, qui va venir sur cette action et acheter quelque chose autour de cette option. Donc, je préfère avoir de l'inventory, du stock. C'est la phrase magique. Chaque fois que tu veux faire du propre, non, je suis en train de builder mon stock au cas où quelqu'un vient sur ce nom-là. Et ce qui est à peu près compréhensible, tu vois. Donc une façon détournée de faire du trading propre. Voilà. Constamment, en fait, dans la finance, tu es capable de détourner l'esprit parce que, en fait, ce serait compliqué de revenir et t'expliquer pourquoi, mais je vais faire un raccourci de malade parce que sinon ça prendrait trop de temps d'expliquer ces choses-là. En fait, comme tout est comptable, tout est miroir. Et si tout est miroir et un monde réel et un monde invisible, en fait, tu peux te promener très facilement. Et moi, je m'amusais des fois avec mes gars, parce que j'adorais rigoler avec les boss ou nous foutre de leur gueule ou ce que tu veux, ou les porter, faire de la dérision avec eux. Et je dis, écoute, je vais faire 3 manières d'expliquer mon PNL. La première, la deuxième, la troisième. Une très positive pour moi, une neutre, qui est la réalité,
très négative contre moi. Voilà, et je dis, allez, 1, 2 ou 3. Ouais, je pouvais raconter un des 3 et ça passe. OK. Les 3 passaient. Parce que en fait, quand tu vas expliquer ton scénario, tu vas dire, gros, tu as ça à expliquer. Mais quand tu as ça à expliquer, peut-être qu'il y a eu ça de positif et ça de négatif qui donne ça. Et tu peux l'expliquer. Tu as plein de combinaisons et de manières de l'expliquer. Et donc, tout est interprétable un peu dans la finance. Alors, je vais revenir sur l'intérêt de la finance de marché, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, et je pense que si on demande aujourd'hui l'intérêt de la finance de marché, on va plutôt aller sur des marchés typiquement très réels. Typiquement, le marché des matières premières. J'avais discuté avec un ancien professionnel d'industrie qui me disait qu'en fait, moi, je lui avais posé une question un peu cash en lui disant, écoute, il y a des traders qui sont à l'origine de certaines famines, tu vois, sur du blé, en Afrique, sur des matières premières. Ils sont à l'origine de certaines famines, et c'est un peu malheureux de voir que, comme je fais un peu le parallèle, mais des traders qui peuvent gagner énormément d'argent sur des désastres naturels qui causent des famines et indirectement des morts. Et en fait, il m'a donné une réponse qui, moi, m'a contenté, et du coup, je te la donne. C'est vrai que s'il n'y a pas ces marchés pour fixer le prix, pour dire que il y a telle demande, il y a telle offre. Alors certes, il y a des excès. En fait, on donne la responsabilité à qui de fixer les prix de tel. Avant, c'était des barons locaux en fait qui vont réceptionner entre guillemets les matières premières, les denrées. Et en fait, à l'époque, il y avait pas de marché finalement. Tu vois, le marché était fait par un mec. C'était le roi, le seigneur ou le baron de la région dans laquelle tu te trouvais. Et en fait, lui, sa famille, il mange à sa faim, et puis après, toi, tu es un peu livré à toi-même, et tu prends les restes. Enfin, t'as pas une découverte des prix transparente, tu vois. Et donc, je trouvais, et bien sûr, tout le mot réside dans les excès. Mis à part les excès que certains individus vont faire et vont potentiellement être condamnés pour ces excès, parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de régulations qui sont mises en place. Alors oui, c'est pas parfait, mais je pense que Il n'y a c'est personne comme... qui est condamné. Il y a juste quelquefois des boucs émissaires, c'est tout. Ah ouais, mais en tout cas, il y a une, enfin, on le voit. Enfin, tu vois, si on backteste le truc, si on regarde un peu dans le passé, on voit que la finance, c'est un monde qui est en mouvement et c'est un monde qui évolue, et donc les régulations évoluent au fur et à mesure. Toi-même, tu l'as dit, 2001, c'est pas 2026. On n'est plus du tout dans la même industrie. Les excès, en tout cas, ont été réduits. Alors certes, il en existe toujours, mais voilà, moi je trouvais ce point de vue, si tu veux, sur l'intérêt réel de la finance dans l'économie. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que, mais c'est pas de ta faute, hein, j'ai l'impression que c'est un esprit contemporain, c'est de pas essayer de trouver l'équilibre et le juste milieu et de constamment être dans une dichotomie. C'est-à-dire que soit il y a un baron qui contrôle les prix, ou soit allez-y les gars. Parce que les volumes qui traitent sur les matières premières sont multiples de ce que vraiment s'échange physiquement. Donc, en gros, tous ceux qui liment les prix, qui font des dérivés sur les matières premières, etc., je pense que c'est en excès par rapport à vraiment ce qui se traite. Mais bien sûr qu'il faut de la transparence, bien sûr qu'il faut que des gens puissent fixer raisonnablement les prix selon l'offre et la demande, etc. Mais je vais te dire un truc, moi je critique la finance, etc., mais il y a énormément de bons côtés. Les échanges d'idées, d'abord en numéro 1, avant les échanges d'idées, la liberté qu'on a dans une banque de parler, de dire ses idées, d'échanger. Les gens qui ont, qu'on le veuille ou pas, des réputations à préserver, un honneur à préserver, et qui sont dans la parole, dans l'engagement, beaucoup plus qu'ailleurs. Le fait que dans une banque, tout soit structuré par des confirmations, des contrats, etc. Bien sûr, la finance et les banques ne contrôlent pas l'économie et le monde juste parce que ils ont décidé de le faire. C'est parce que ils sont bons sur certains points qu'ils font. Et dans un de ces points-là, c'est d'avoir aussi contrôlé la monnaie. Mais ça serait compliqué et on pourra en parler plus tard. Mais bien sûr qu'il y a des bons côtés. Mais ce qui est dérangeant, ce sont les excès, c'est tout. Et donc moi, quand je dis que la finance, je suis désolé, si tu regardes dans une journée d'un trader
Par exemple, dans un domaine comme le mien que je connais, si on regarde tout ce que je fais, en quoi ça sert l'économie réelle? Mais quasiment à rien. Moi, j'avais des family office qui voulaient couvrir le truc qui est le plus physique, hein, des family office qui voulaient couvrir leurs actions, par exemple, à la baisse, ou qui voulaient leverager à la hausse, peu importe, ou qui override des calls pour avoir du carry, c'est-à-dire qu'ils vendent des calls pour avoir des carry. C'est quasiment ce qu'il y avait le plus réel. De temps en temps, tu avais des boîtes qui faisaient des CDS avec des options et des obligations avec avec des options, et ça crée un peu chez moi du flux, etc. Mais en réalité, si tu regardes le monde de la finance et l'impact que ça a dans le monde réel, c'est quasiment rien. On a beaucoup moins d'impact que le monde, par exemple, obligataire, tu vois, où tu faut que... Ouais, des fois, ouais. Par exemple, moi, dérivé sur indice, etc. Et en fait, tu te dis, OK, on a ces salaires-là, OK. Moi, le plus gros gâchis, je te jure, à la fin, c'est pas l'argent. Le plus gros gâchis que j'ai trouvé, c'est le nombre de polytechniciens, de normaliens, de centraliens, de ce que tu veux, de HEC, d'ESSEC. En fait, en gros, l'élite de la nation qui se bat là, en quasiment circuit fermé, pour capter des richesses, mais à la fin, tu apportes quoi à la société? Et c'est ça le problème. Parce que en réalité, si tu disais à ces mêmes mecs, OK les gars, venez, on fait un truc qui va servir à l'humanité, ça y est. Il y a un côté, mais que j'avais aussi. Quand on a dit, ce qui m'a motivé, c'est l'argent au départ. Il y a un côté cupide et capitaliste en nous contre lequel il faut lutter. Et tu vois, je fais pas un procès des personnes. C'est la société qui nous a créés comme ça. Tu vois, moi, je me suis dit, je vais travailler jusqu'à ce que je puisse, très jeune, hein, acheter ma maison sans crédit, tu vois, ne pas m'endetter et avoir assez pour être tranquille et me casser à Bali, en gros, tu vois. Et en réalité, c'est quoi? On dirait qu'on est des esclaves et on doit acheter notre liberté. Moi, je pensais à l'époque, je sais pas, je suis désolé parce que j'ai commencé quand je pensais à ça et que j'étais étudiant en francs, on va dire, je pensais que facilement avec 5 millions de francs, donc 750 000 euros, je serais libre. Et en réalité, quand à un moment tu as goûté et que tu montes dans l'échelle sociale et tu as goûté à l'argent et que tu as un certain cadre de vie, ça monte un peu ce montant-là, ça monte, ça monte, ça monte. Et toute la question qu'il fallait que je me pose à moi-même, et je demande pas aux autres de se la poser, c'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a une limite à l'accumulation? Est-ce qu'à un moment, être riche, c'est avoir assez? Ou est-ce qu'à un moment, il n'y a pas de limite à la richesse? Parce que de nos jours, la richesse, c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent, tu vois, et c'est de la puissance aussi. Parce que c'est ça qui est incroyable. Des fois, on me dit, ah, t'es quelqu'un de gauche. Je suis ni de gauche ni de droite. Mais moi, quand l'argent accumulé se transforme en pouvoir, tu vois, et il y a un contrôle social, ou il y a un impact social, ou même, on le voit aujourd'hui, un impact géopolitique avec des morts, etc. Moi, je me dis, non, il y a une limite. Il y a une limite à mettre aux gens, tu vois. C'est que c'est bien l'accumulation, mais il faut se mettre une limite. Et c'est ça la question. À un moment, tu as dit, qu'est-ce qui t'a décidé à sortir? C'est de me dire, eh, commence à me saouler ce boulot. Je commence à avoir assez. Et peut-être qu'à un moment, tu vois, j'ai 39 ans, peut-être qu'il faut voir autre chose, tu vois. Et il faut faire autre chose. Et c'est ça, en fait, c'est pas... Et une fois que j'en suis sorti, c'est ce que je te disais. Moi, mes amis, je suis à Londres. Ils sont dans des hedge funds, ils sont dans des banques, les parents d'élèves aussi. C'est pas un procès contre les personnes, et vraiment loin de là. Et des fois, ça peut être des très bonnes personnes. C'est un procès justement contre un système où j'ai l'impression qu'on est tous un peu le système d'aide dans un monde où on doit constamment acheter notre liberté. Et on s'en rend compte quand on sort du système. Je me suis jamais senti plus libre avec beaucoup, beaucoup moins d'argent sur mon compte en banque que quand il était rempli. Et c'est ça qui est incroyable. Quand tu as de l'argent, tu n'as pas de temps, mais quand tu as du temps, tu n'as plus d'oseille, tu vois, parce que tu le dilapides, tu vois. Alors, moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis. Est-ce que finalement, euh, ce constat que tu réalises du monde de la finance, c'est pas un constat qui est applicable dans toutes les autres industries? Est-ce que finalement, dans toutes les autres industries, la réalité, c'est qu'en finance, tu gagnes très très bien ta vie, mais dans les autres industries, que ce soit le monde du conseil, le monde de la tech,
Et finalement, même quand tu es entrepreneur, parce qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, on reviendra dessus, mais finalement, tu es toujours à la recherche de paliers, de seuils. Et cette philosophie que tu décris, elle n'est pas uniquement propre à la finance, elle est aussi propre à toutes les autres industries. C'est de dire, tu vois, c'est un peu cette image, entre guillemets, mais très imagée, de l'hamster qui court dans la, au niveau de la roue, qui court. Et en fait, quand il finit de courir, il tombe parce qu'il a un prêt, parce qu'en fait, il peut plus quitter. Et c'est ce que tu appelles, et c'est ce qui appelle souvent, les gens appellent ça de cette manière-là, la fameuse prison dorée. C'est-à-dire que tu es très bien payé, tu as un statut social et tu es reconnu par tes pairs, mais en revanche, c'est très difficile d'en sortir parce que tu vas avoir, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, tu bases ta qualité de vie sur les salaires que tu avais ou que tu percevais. Et je vais rebondir rapidement. Moi, j'ai déjà parlé à une personne de l'industrie qui me disait, qui avait un gros poste et qui était partie en fait pendant 2 ans. Et ensuite, elle est passée de ce gros poste à un poste beaucoup moins gros, mais elle est revenue dans l'industrie au bout de 2 ans. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi tu es parti pendant 2 ans? Elle m'a dit, écoute, j'ai essayé de faire de l'entrepreneuriat et au vu des salaires que tu as lorsque tu es en finance et que tu as fait des années, en fait, il m'a dit, c'est quasi impossible d'entreprendre un projet et d'avoir ce même niveau de rémunération. Et en fait, il lui a fallu 2 ans pour s'en rendre compte. Et du coup, il est revenu dans un poste un peu moins prestigieux, mais pour justement retrouver cette qualité de vie qu'il avait. Donc en fait, c'est entre guillemets prison dorée, il en est sorti, il est revenu parce qu'il s'est dit, ah ouais, en fait, je suis mieux limite dans ma prison dorée parce que je gagne mieux ma vie. Et donc, je vais dans ton sens pour te dire que oui, je pense que les personnes sont conscientes de ça, mais derrière, c'est applicable finalement à toutes les industries. Si tu arrêtes de travailler, si tu arrêtes d'aller justement au travail, finalement, tu gagnes pas d'argent et forcément, tu as calé ta qualité de vie par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu réponds au fait que ce raisonnement-là, en fait, on peut le dupliquer à toutes les industries? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu viens de dire. Déjà, premièrement, alors, dans la finance, tout est exacerbé. Dans les carrières, dans les rémunérations, dans les interactions humaines, avec, comme on a dit, peu de filtres. Donc, tout est exacerbé, mais moi, ce qui est vrai, c'est que quand je suis sorti de la finance, que je me suis rendu compte que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. C'est que, en fait, c'est un problème sociétal. C'est vraiment, on est dans un monde où on doit s'en sortir. Alors tout à l'heure on a parlé de Koh-Lanta, et ça peut être aussi Survivor, tu vois. On doit survivre tous, tu vois, quoi qu'il arrive. Et j'ai gagné en pragmatisme en me disant, mais en fait, quand je parle à mes potes comme tu dis, qui sont dans le conseil ou qui sont ingénieurs, ils te racontent les mêmes histoires ou les mêmes problèmes, etc. Donc, ou même quand je suis allé dans le monde de l'entrepreneuriat où j'ai eu affaire avec des artisans, en fait, je me suis dit, mais moi, alors le problème, en fait, c'est à une échelle plus petite, mais c'est les mêmes types de comportements que tu vois, c'est la nature humaine. Au contraire, parce que pour moi, l'être humain, il est né pur, mais on a été perverti par cette société-là. Et donc, il y a un travail à faire qui est immense, qui est politique, sur plusieurs générations, pour justement que on soit moins dans cet esprit de survie, de réussite à tout prix, quitte à écraser les autres, tu vois. Et des fois, on est dans l'oubli. Et pour revenir à ce que tu as dit, c'est vrai, dans la finance, c'est incroyable l'argent qu'il y a. Et ça, je l'ai compris quand je me suis intéressé à la monnaie, à la macroéconomie. C'est que, en gros, Monsieur Zitoun, dont on a parlé au tout début, il m'a dit, c'est quoi qui t'intéresse dans la vie? Travailler dans une multinationale, je crois que c'est pas mon rêve, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est gagner le max d'oseille. Et il m'a dit, de Tunisien à Tunisien, il m'a dit, écoute, va là où il y a le pouvoir ou là où il y a l'argent. Ça t'intéresse la politique? Je dis non. Ben, il m'a dit, alors va là où il y a l'argent, va faire de la finance de marché ou va dans des rôles de CFO, etc. Et en réalité, ce que j'ai compris quand je suis sorti, c'est le robinet monétaire, en fait, c'est la BCE qui l'a ou les banques commerciales quand tu prêt à Drahi, etc. Donc, il faut être proche du robinet monétaire. Et les banques, les marchés financiers, etc. sont très proches de là où l'argent magique est déversé. C'est-à-dire que quand la BCE, la Fed déverse des milliards,
Elle le fait par quel outil? Par le rachat de bonds, d'obligations. Donc l'argent est déversé là, il faut en être très proche. Parce que les autres, à la fin, le ruissellement, il reste que des petites gouttes, tu vois. Et c'est pour ça qu'en finance, ce que tu gagnes, c'est démesuré par rapport à la vraie vie. Tu vois, mais il y a, alors je vais mettre un bémol de malade qui est dur à comprendre pour un jeune, et je l'ai compris avec de la maturité. C'est que, certes, là, je fais de l'entrepreneuriat. Des fois, il m'arrive de travailler toute une journée pour ramener un client qui va me ramener, allez, 30 € par mois sur 12 mois, tu vois. Je me dis, mais c'est incroyable, tu vois. Alors que le même temps, si je le passe à faire du conseil sur du modeling d'options, je peux toucher sur la même journée, hein, 10 000 pounds, voire plus, tu vois. Et je me dis, mais c'est incroyable. Mais en fait, dans l'argent, il y a un goût qui n'est pas le même qui vienne d'une activité comme le trading ou qui vienne d'une activité qui est plus noble. Quand tu touches à cet argent et que ce qu'on appelle chez nous la baraka, et que j'ai envie de dire c'est la bénédiction en fait, jamais j'ai été plus heureux à toucher de l'argent en me sentant utile plutôt que d'être dans les marchés et en essayant un peu de blanchir mon argent par des bonnes actions. Parce qu'au début, je me suis dit, je vais jouer le Robin des Bois. Je vais prendre d'un côté et je vais investir de l'autre côté. Mais le bonheur restait éphémère. Alors que quand on est dans quelque chose qu'on aime, chaque jour, tu vas au bureau et que tu es heureux d'y aller et que tu es là dans l'utilité, c'est un bonheur, mais je le souhaite à tout le monde. Alors, je vais rebondir sur deux choses sur ce que tu as dit. Alors, est-ce que, tu penses pas qu'il y ait des personnes qui sont en finance, qui vont au bureau et qui sont contents d'aller au bureau? Est-ce que tu penses que... parce que quand on t'écoute là à la fin, on a l'impression que en fait, si tu fais la finance, tu es forcément malheureux. Est-ce que tu penses pas qu'il y a des personnes qui vont en finance et qui sont vraiment contentes d'y aller et qui sont épanouies par leur métier? Et toi-même, tu disais qu'en fait, les 7-8 premières années, tu trouvais ça stimulant. On avait fait un call où tu me parlais justement, je t'avais écouté parler pendant 10 minutes sur justement ce modèle de vol que tu avais développé dans une banque anglo-saxonne, sur lequel tu as travaillé pendant 3 mois avec des comptes, etc. Donc en fait, tu peux finalement être stimulé Intellectuellement, oui. intellectuellement. Donc, il y a des personnes qui peuvent aller et être contentes d'y aller, elles sont heureuses de leur métier. Elles, je les envie, en fait. C'est toi et ton degré de conscience, en fait. Parce que j'ai pas envie de faire de la philosophie, là, parce qu'on parle de trading, d'argent, etc. Mais pour moi, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel et le monde invisible, tu vois, et métaphysique. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, oui, tu peux, si tu es attaché plus qu'une autre personne à ce monde matériel et que toi, ce qui t'intéresse, c'est trouver des solutions. C'est très, très français, hein. Problème, solution. Alors que moi, ce que j'aime, c'est problème, compréhension du problème. Pour moi, le vrai mec intelligent, c'est celui qui essaie de comprendre les problèmes. Parce que des gens qui sont capables de trouver des solutions, il y en a, c'est une denrée très répandue. Mais des gens qui sont capables de se dire, mais c'est pas grave, je perds 2-3 mois. Tu vois, le modèle de vol, je pense, j'ai failli me faire virer. J'ai pris 2, 3, 4 mois à me dire, jusqu'à la mort, je vais le trouver, ce modèle-là. Je vais essayer de comprendre pourquoi on a tous ces problèmes du côté du flow ou des exotiques sur la modélisation de la nappe de vol, ce qui est quelque chose d'assez simple au final. Mais comment ça se fait qu'on a autant de mal? Comment ça se fait qu'il y a autant de gens très très smart et que personne n'a trouvé la nappe de vol qui a un comportement smooth, naturel, qui se déforme naturel? Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et tu vois, je suis pas plus intelligent que les autres dans l'intelligence pure. Par contre, ce que je peux avoir de plus qu'eux, c'est de me dire, on va essayer de s'élever philosophiquement et aller chercher le problème au fond et de l'abnégation, tu vois. Je m'en fous. Si je me fais virer, je me fais virer. Mais je vais aller, ce qui m'intéresse, c'est de trouver et d'atteindre cette petite part de vérité. Et ça, c'est stimulant. On va pas se mentir. Mais j'aurais préféré, au lieu de le faire pour une nappe de vol qui sert à rien, j'aurais préféré le faire pour autre chose qui soit plus utile. Et j'ai l'impression que là, tu vois, cette prise de tête, même s'il n'y a pas de reconnaissance au final, à la fin, par les gens, parce que pour eux, ils sont clients, et ils t'ont apporté ces 20 € par mois, etc. C'est pas grave. Tu vois, toi, tu te sens utile et il n'y a pas que l'argent, en fait. Bien que ce soit le nerf de la guerre, tu te sens utile. Mais oui, tu peux être stimulé. Mais tu vois, il y a toujours ce rapport à la conscience. À quoi je sers? Est-ce que je suis utile à
aux autres ou pas, à faire en sorte qu'on soit dans un meilleur monde. Et ce que j'ai dit il y a pas longtemps, j'ai dit, soyons pragmatiques. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'optimiser votre carrière, allez vers une multinationale. Parce qu'en fait, par effet de concentration, c'est celles qui ont le pouvoir en ce moment. Mais dites-vous bien que d'une manière ou d'une autre, vous contribuez au système. Mais, et vous n'en êtes pas responsable. Mais il y a un coût. Le coût, c'est aussi ce que génère ce système-là, qui à la base même est inégalitaire. Tu vois, même s'il est source de progrès technique et matériel. Ok. Tu comprends? Mm. Mais Alors, après, c'est juste une histoire de conscience. Ouais, en fait, je pense que c'est là où tu mets le curseur. En termes, pour reprendre ton dernier mot, conscience, je pense que moi, je suis convaincu qu'il y a des personnes, pour les avoir rencontrées, parce que je flirte beaucoup avec cette industrie-là, des personnes qui sont toujours dans l'industrie, qui ont des très belles carrières et qui sont franchement très contentes, et même en termes de conscience, qui sont très éveillées au monde et aux problèmes, je dirais, sociétals qu'on peut avoir, tu vois. Mais moi, ça me donne envie de te poser une deuxième question, et c'est une question assez directe. Et forcément, les personnes qui vont écouter ce podcast se la posent. C'est, est-ce que c'est pas trop facile d'émettre une critique sur une industrie, et pour reprendre l'expression que tu as utilisée, de cracher dans la main qui t'a nourri pendant... Déjà, c'est pas la. Il y a que Dieu qui me nourrit, moi. Voilà, non, mais en tout cas, Tu vois, on n'en a pas très. En fait, les gens qui comprennent. Moi, c'est central. Moi, il y a que Dieu qui me nourrit. oui, Tu vois. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, il y a une vérité plus absolue que ma personne ou que cette industrie ou ceux qui pensent ça, c'est l'esprit de justice et d'équité et de vérité. alors je vais reprendre mon Non, expression. c'est bien, c'est bien. Il faut pas couper. C'est Ouais. très important. C'est que, tu vois, non, elle est très bien ton expression, parce que c'est ce qui sort des fois dans un commentaire sur, on va dire, 50. Mais justement, En fait, quand je disais la main qui t'a nourri, c'est plutôt le système, la banque qui t'a rémunéré pendant toutes ces années. En fait, ma question, c'est, est-ce que c'est pas trop facile de critiquer la banque, le système bancaire et justement ça, lorsqu'on y a passé autant d'années? Bah ça, c'est très important. C'est que c'est pas parce que j'ai réussi quelque part et que j'ai gagné de l'argent quelque part que je dois pas en critiquer. Je dois pas critiquer ce système. La première personne que je critiquerai, si c'est pour me rapprocher de la justice ou de la vérité, c'est ma propre personne, avant même le système. Et je suis le premier à me critiquer moi-même. Deuxièmement, le système, les gens disent: «Ah, mais c'est trop facile». Mais moi, je suis désolé. Quand j'avais 23 ans, ouais, c'est la question que je me suis posée, elle est très simple. C'est des actions, ah ben, je vais y aller. Parce que dans ma culture tunisienne et plutôt religieuse, mon père avait été très, très religieux. Et la seule chose qui me faisait un peu peur, c'est ce qu'on appelle la dette avec intérêt, l'usure. Et je me suis dit: «Non, je vais essayer de ne pas m'en approcher». Mais en fait, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y a quelque chose qui allait pas. Est-ce que c'est la cupidité humaine? Est-ce que ce sont les marchés? Parce que dans les marchés, même, tu vas dans un marché où on vend du poisson, c'est le bordel. Les gens s'arnaquent, crient, vendent du poisson pourri, peuvent arnaquer sur le poids, etc. Donc je me dis: «Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce système-là, je ne le sens pas, je ne l'aime pas?» Et en fait, petit à petit, franchement, c'était de l'intuition et j'en avais de plus en plus marre de ce système-là et surtout, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de régulation. Là, c'est peut-être le bon moment pour que je t'en parle. Alors, je vais t'en donner des régulations. On a dit: «On va apprendre à ces petits traders, à être, plus mesurés et on va leur caper leur salaire à ces petits méchants à 2 ou 3 fois, c'est-à-dire leur total comp, leur bonus, à 2 ou 3 fois leur salaire, fixe». Donc ça a calmé tout le monde. Les politiques ont sorti cette règle. Tout le monde: «Ah, super!» Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu es payé 1,5 million, tu avais 100 000 € de fixe. Toi, tu te dis: «Ben, je vais toucher 300 000 €». Les boss nous disaient: «Mais calmez-vous, il va rien se passer. C'est que du blabla de politique». Et un jour, ils nous ont appelés dans une salle. Donc, la loi est passée, vous en avez entendu parler. Donc ton salaire fixe va passer à 500 000 €. Voilà, donc ça, c'est de la régulation. Je peux t'en donner d'autres, hein. La régulation.
Donc moi, quand j'étais dans ma dernière banque, en gros, on a pris des armées de compliance. Je sais pas si les gens savent ce que sont les compliance. C'est un peu la police de la banque qui vont dans tes emails, dans tes chats, regarder ce que tu fais. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que un très très grand boss, quand j'étais monté comme responsable de dérivés, le flow trading dans la dernière banque où j'ai été, à chaque fois qu'un grand boss me dit mais qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que qu'il soit dans mon desk ou dans un autre? C'est quoi ta vue sur lui? Est-ce que tu penses qu'on devrait s'en séparer ou pas, et cetera? À chaque fois, le premier il se fait virer, le deuxième il se fait virer. Pourquoi? Pour des problèmes de compliance. On a été voir dans leurs emails des choses qui allaient pas, et cetera. Et je me suis dit mais bon, une fois, deux fois, trois fois, à un moment, tu te dis mais en fait la régulation aide à te séparer d'éléments que tu veux plus avec un moindre coût économique. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la régulation est détournée par les êtres humains, en fait. Ça jamais, la régulation n'aide jamais, que je t'ai expliqué aussi l'histoire de Volcker sur le prop trading dans les banques. Oui, oui. Ouais, mais tu vois, tout le temps, c'est oui. détourné, en fait. Alors, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Et moi, je vais pousser je vais pousser un peu la réflexion et enfin, désolé de te titiller avec ça, tu vois, Non, au mais contraire, il faut. voilà, c'est pour être le plus transparent possible. C'est d'accord. Et toi-même, tu l'as dit, en 2001, tu t'en es rendu compte, tu vois. Tu t'es rendu compte, entre guillemets, du gars, comme tu dis dans ton exemple, qui était content que le deuxième avion crash sur le World Trade Center. En 2001, tu t'en es rendu compte. Donc forcément, il y a des personnes qui vont se dire, OK, en vrai, c'est OK d'être dans un système et d'en sortir et de dire, voilà, je porte une critique sur le système et sur l'évolution du système. Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, OK, mais alors pourquoi il a passé autant de temps dans le système? Parce qu'on ne parle pas de 2 ans et on s'est dit, ah ouais, Mais le moi, système est bizarre. C'est 15 ans dans le système. Moi, ce que je critique, c'est pas que un gars, tu vois, la cupidité, tu l'as partout. Tu vois, Okay. Mais c'est pas une critique propre à la finance, finalement. C'est une critique sociétale. Non, ce que je reproche à la finance, c'est que je pense que 100% des traders en 2016, avant que un peu ces sujets-là se démocratisent, c'est de se dire, mais quand je suis sorti en 2016, là, j'ai dit, j'ai le temps avant d'aller dans mon prochain métier. Pourquoi je vais faire de l'analyse? Pourquoi j'étais si malheureux dans ce métier-là? Et pourquoi j'ai pas envie d'y revenir? Et pourquoi j'ai arrêté? Et je me suis posé et j'ai fait 3 mois, quasiment 24 heures sur 24. Je dormais très, très peu, on va dire, allez, 20 heures par jour pendant 3 mois. J'ai écrit plus de 160 pages. Moi, j'écris pas pour parler, tu vois, pour écrire. Si j'écris, c'est très condensé. Quand je te dis j'ai écrit 160 pages Word, je pense que c'est équivalent de 1000 pages pour quelqu'un d'autre. Tu les as déjà publiées, ces pages? Non. En fait, c'est la base qui m'a permis de faire toute ma critique de la finance et qui m'a permis, de l'autre côté, de faire l'application que j'ai lancée en 2020, en gros, 2021. Et en fait, je me suis dit, mais là, j'ai le temps. J'ai plus d'excuses. J'ai l'argent, j'ai le temps. Tu vois? Maintenant, je suis plus dans un tourbillon, j'en suis sorti. Pourquoi j'étais si malheureux? Tu vois? Et les gens qui se disent, oui, mais tu aurais dû le savoir en 2001, en 2002, en 2003, on avait des discussions entre mecs du système, entre mecs à qui je partage les mêmes convictions, avec des gens à qui, justement, je partage pas les mêmes convictions, à qui on s'opposait. Des discussions, on n'arrivait pas à comprendre la chose. Et peut-être que ceux qui critiquent le plus sont peut-être des surintelligents qui comprennent tout à tout. Et je les envie, tant mieux. Moi, j'étais bête. Je comprenais pas. Moi, par exemple, en 2016, je savais même pas comment la monnaie était créée. Je savais pas que la monnaie était créée à chaque fois qu'il y avait une dette qui était émise. Pour moi, c'était la banque centrale qui émettait de la monnaie, qui l'a prêtée aux banques, qui elle-même l'a prêtée avec une marge aux autres. Je suis bête. C'est comme ça. Ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est nappe de vol, de maximiser. Tu vois, c'est le taylorisme. Tu vois, c'est comme si tu dis, moi, dans une chaîne qui construit la voiture, moi, ce qui m'intéresse, c'est la soupape et rien d'autre. Et c'est ça, les gens, ils pensent qu'on est des traders et qu'on connaît tout, mais on connaît rien, en fait. On connaît une partie. C'est tayloriser à fond l'industrie de la finance et de l'économie, dans l'économie, en fait. On connaît un petit morceau. Tu vois,
Regarde, moi, j'étais trader actions et indices. Par exemple, si tu me dis demain, tu vas faire des comos, je pense qu'il va me falloir 6 mois, 1 an à m'y mettre, tu vois? À comprendre, à m'y mettre, on est très des fois même un trader junior qui a passé 3-4 ans sur la France, tu le passes, sur les indices, ça va lui prendre 3 à 4 mois à comprendre, alors que c'est très proche. Pourquoi? Parce que c'est très taylorisé notre savoir. Donc moi, je savais pas tout ça. Donc quand je suis sorti, je me suis dit: «Mais je vais essayer de comprendre» et petit à petit, mon chemin, constamment, m'a emmené, heu, j'aime bien ce mot, c'est pérégrination, tu vois? Dans des 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 une marche intellectuelle, tu vois? Spirituelle vers, d'abord, la monnaie, ce que c'est que la monnaie, vers la dette, vers, bah, c'est quoi la finance? C'est le temps. Et je me suis dit: «Mais je suis bête, exponentiellement RT. La finance, c'est rien de plus que le commerce du temps». C'est-à-dire que tu as des cash flows que tu dois actualiser, que tu dois ramener dans le futur et c'est toujours l'exponentiellement RT. En fait, la finance, c'est commerce du temps, ni plus ni moins. Avec quoi en sous-jacent? La dette. Et donc c'est ça qui est central. Si tu te dis: «Mais en fait, la dette, bah, on va étudier ce que c'est que la dette, dans l'histoire, dans les faits, dans la théologie et cetera et philosophiquement et de lire, je me suis mis à lire énormément et c'est là où j'ai commencé à mettre, heu, des mots sur justement ce mal-être et de comprendre en quoi le monde dans lequel on vivait était biaisé, en fait. Et est-ce que je vais en vouloir au trader à 10 qui lui, ouais, il a son crédit à payer à la fin du mois, tu vois? Non! Tu vois? Moi, après, quand je suis sorti de là, tu vois, c'est comme, heu, l'allégorie de la caverne de Platon. Moi, je suis sorti de là, j'ai vu la lumière, je suis revenu vite fait dans les voir mes amis. «Mais tu sais comment la monnaie est créée?» et cetera. Mais personne ne me croyait et personne ne le savait. En fait, je me suis dit: «Je suis le mec le plus con de la terre» et ce qui m'a rassuré, c'est que sur les 20 ou 30 mecs que j'ai rencontrés, il y en a qu'1 seul qui savait et c'est même pas lui qui l'a trouvé, c'est son frère qui se pose trop de questions, qui n'a rien à voir avec la finance, qui est ingénieur, dans l'informatique, qui lui a expliqué. Je suis purée, on est peut-être 30 des mecs qui touchent des millions ou qui sont dans la finance depuis des années, personne ne le sait, c'est incroyable. Alors nous, on vient des actions, des indices, des options. Alors c'est peut-être les gens qui sont dans les obligations, qui sont plus proches justement de la dette et de la monnaie le savent. Et les gens, ils vont me dire: «Mais, moi je l'ai appris dans mon cours de L1, ou en ES». Mec, moi, l'économie, j'en ai jamais fait moi. Je suis arrivé, je savais, manier des matrices, tu vois? On m'a dit: «Tiens, il y a le HUL, tu vas le lire vite fait». J'ai rien compris, j'ai appris tout sur le tas moi. J'ai appris sur le tu comprends? Et c'est les gens ils nous prennent pour des super intelligents, mais, je peux t'expliquer, un jour j'ai pris un gars, je pense, c'est le plus intelligent que j'ai rencontré. Parce que j'arrive à différencier moi la sagesse et l'intelligence, tu vois? L'intelligence émotionnelle, on va dire et spirituelle et l'intelligence pure, tu vois? Le moteur. Et un jour, je pense, j'ai eu le mec le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. Ouais, c'est un ami maintenant, un grand ami. Mais il est plus jeune que moi, hein. C'est un minot. Il est venu à côté de moi, un X corps des mines. Il est venu à côté de moi, 1 heure. Et écoute, je lui ai dit: «Tu vas faire le tour du desk et cetera. Donc tu vas passer, je vais te donner 1 heure, moi, c'est tout. Je vais t'expliquer un peu ce qu'on fait et cetera. Après, tu vas tourner, tu vas passer une semaine là, une semaine là, une semaine là et après peut-être tu vas passer dans les autres desks. Je vais négocier pour toi et cetera». Donc il est arrivé à côté de moi. Je te promets, le gars, en 1 heure, je lui ai raconté tout ce que je savais sur les 15 années. C'était une machine. J'ai dit: «Mais tu préparé avant? T'as déjà fait ça? T'as déjà fait un stage dans ça?» Une brute. Tu lui parles et il emmagasine. Tu vois? Aucune note, il emmagasine une puissance incroyable. Et voilà, ce mec-là, je pense qu'en 1 heure, je lui ai dit tout ce que je savais. Et c'est ça, on n'est pas des stars, en fait. Peut-être ce qu'on a, c'est le flair, l'intuition et l'expérience. L'expérience. Quand est-ce qu'il faut faire attention? Quand est-ce qu'il faut faire attention sur des prix? Quand est-ce qu'il y a une relation client et tout? Et ça, le gars à qui j'ai expliqué ça pendant 1 heure, bien sûr, il y a que le temps et l'expérience et l'âge qui va lui apprendre ça. Mais sinon, tout ce qu'on sait sur des options, c'est un cours de thermodynamique en prépa, de 4 heures, pas plus. Tu comprends? En effet, je pense que la théorie des options, comme tu l'as décrit,
c'est quelque chose qui est assimilable. Hein. Finalement, elle est rangée dans un bouquin ou sur Internet ou maintenant via des LLM et on peut apprendre ça. Mais derrière, comme tu le dis, c'est toute la dimension d'expérience, de en fait ce que tu disais hein, plutôt dans l'échange qu'on avait, ce que tu as appris en salle des marchés. L'imperfection des modèles aussi. Voilà, l'imperfection des modèles et surtout de pas laisser l'information s'échapper, d'avoir une vue globale. On reparle aussi de la dimension 1, dimension 2, dimension 3. Enfin, je pense que c'est tout un univers et puis c'est aussi la raison pour laquelle je voulais vraiment t'avoir dans ce podcast, c'est pour avoir un autre prisme de personnes qui sont passées par cette industrie et qui portent un regard différent. Anis, je vais revenir sur maintenant ton quotidien d'aujourd'hui. En commençant avec une question très simple. Est-ce que tu es plus heureux? Largement. Mais le problème, c'est que c'est une sigmoïde, en fait. Et il faut. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une sigmoïde pour celles et ceux qui nous écoutent? Une sigmoïde, en fait, tu passes de 0 à 1, mais tu vois, en gros, c'est 1 sur 1 moins exponentiellement alpha x. Et en gros, ce qui se passe, c'est que tu passes pas du 0 au 1 du jour au lendemain. Tu vois? Ça se fait tout lentement. Et c'est frustrant. Parce que moi, je me suis dit, le jour où je vais arrêter, je vais toucher au Graal et au bonheur et je vais enfin profiter de la vie. À l'époque, j'avais 39 ans. En fait, non, ça se fait tout doucement. Déjà, il fallait solder les incompréhensions ou, tu vois, cette part d'inconnu du passé, tu vois, tu vois, de ce mal-être. En fait, comme si tu faisais une rétrospective ou une introspection sur toi, sur toi-même d'abord, sur ton milieu, sur la finance, sur l'économie, sur la société. En fait, ça s'arrête jamais, en fait. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça va tellement loin que, à la fin, tu dis, mais en fait, c'est la faute de personne. C'est le système, en fait. C'est un système, c'est la faute de personne et aussi c'est la faute de tout le monde. On est tous, à un moment, des acteurs de ce système et chacun y contribue plus ou moins, tu vois. On a tous un degré de... Mais le bonheur, il se fait tout doucement. Et je pense que moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est justement de solder ce passé en me disant, maintenant, je vais aller là où avant, ça traitait par des centaines de millions de nominales, voire des milliards sur certains trades, sur les indices. Maintenant, on va aller sur les devis à 500-600 euros pour un entrepreneur, pour un chauffeur, pour un carreleur. Alors, c'est très intéressant que tu me parles de ça parce que donc on comprend que tu as voulu revenir dans l'économie réelle. Ouais. Comment tu t'occupes tes journées? Tu parlais des devis d'entrepreneurs, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, tu avais monté une boîte aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette boîte? Déjà, le nom de la boîte, c'est quoi? C'est Spondé. Spondé, ça veut dire « il s'engage » en latin. Il s'engage en latin. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de cette boîte, le concept? C'est quoi le business model? Dans la vie de tous les jours, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, j'aime bien théoriser au départ. Et ce que je me suis dit au départ, je me suis dit, mais si les banques sont aussi puissantes, c'est qu'elles encadrent très, très bien l'engagement. Et que si nous, on est très, très faibles, c'est que justement, du constat que j'ai eu quand je me suis allé me frotter à l'économie réelle, dans l'immobilier ou ailleurs, c'est que j'ai senti qu'en fait, les petites gens que moi j'idéalisais un petit peu manquaient aussi dans leurs paroles et leur engagement. Et je me suis dit, c'est incroyable ça. Par contre, en banque, c'est plus rare en fait. Parce qu'en banque, tu as une réputation, réputation. Si tu dis donne, tu reviens pas sur le donne. Alors que pour contextualiser, par exemple, tu as eu des déceptions au niveau de, par exemple, dans l'immobilier, de travaux, de machin. Voilà, on te dit c'est donne, mais finalement, il y a des vices de travaux, des trucs mal faits, etc. Et donc, tu t'es dit, ah ouais. Ou des choses sur lesquelles tu t'es mis d'accord à l'oral et petit à petit, tu te rends compte que c'est pas respecté dans les faits, etc. Et ça, en trading, quand tu dis à la boxe donne, c'est donne. Exactement. Tout est très à l'oral. Tu vois, on est enregistré, mais c'est très rare d'aller écouter les bandes. Moi, je l'ai fait une fois en 15 ans, tu vois. Donc, parce qu'il y a le code de l'honneur. Et aussi, l'honneur, c'est aussi ton argent que tu vas gagner après. Et c'est ta réputation, parce que c'est un marché qui est très petit, donc tout le monde se connaît. Okay. Donc, je me suis dit, je vais codifier cet engagement entre les petits acteurs. Et comme moi, depuis 2006, j'ai aidé ma famille, etc., je leur avais fait des Excel, des VBA, etc., ça me donnait un cadre pour tester justement cet environnement-là. Et très petit à petit, je me suis dit, attends, c'est pas possible, parce que ce que je suis en train de faire, je croyais que c'était très, très malin. On revient à des mots ERP, CRM, devis, facture, paiement.
en fait, je me suis dit, mais petit à petit, je suis en train de recréer pour des petites PME ce qui existe déjà. Mais ce qui est sympathique, c'est que c'est très automatisable. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé ce qu'on faisait pour des milliards, tu vois, le flow trading, ce qu'on appelait à l'époque six screen, ou comment parler avec les sales, juste en cliquant des boutons comme ça, comment pricer rapidement. En fait, cette culture, elle est restée en moi de l'optimisation constante. Et je me suis dit, je vais l'appliquer aux PME. Et j'ai commencé avec la famille, les amis, un petit écosystème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en optimisant leur flow, leur business flow, mais cette fois pour des centaines d'euros, parfois des milliers d'euros, je me suis rendu compte qu'en fait, on augmentait incroyablement leur chiffre d'affaires et petit à petit, ces gens se retrouvaient constamment avec un surplus de travail. Et moi, le flow trader, un surplus de travail, j'adore. Et donc, il fallait qu'on redonne à des sous-traitants, que on puisse, vu qu'on a des sous-traitants, maintenant, on est capable d'avoir plus de flow, donc de distribuer à des gens qui vont être nos ambassadeurs, nos business, etc. Et petit à petit, j'ai créé cet écosystème et ça m'a plu. Mais le problème, c'est que, tu vois, moi, j'aime bien être dans l'action, etc. Et j'aime pas trop être dans la vente. Et donc, c'est vrai que pour le moment, on est peut-être 300, 320 utilisateurs. Pour le moment, c'est purement organique et c'est purement une communauté qui est autour de moi. Et voilà, ce que j'essaie de faire là, petit à petit, grâce justement à l'intelligence artificielle, etc., c'est d'un peu de répandre et de faire en sorte qu'il y ait la petite exponentielle qui kick off et que ça soit utile à plus de gens. En tout cas, Anis, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment et j'espère que, en tout cas, ce podcast y contribuera. On mettra le lien vers Spondé pour toutes celles et ceux qui s'intéressent. Comme ça, ma femme, elle me laissera faire d'autres podcasts. Ouais, bah, elle me dit, tu vas, mais tu parles de Spondé. Ok. Bah, en tout cas, tu seras le bienvenu. Peut-être pour approfondir tout le système dont on a parlé sur le mécanisme de dette et d'argent, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui t'intéresse. Donc moi, j'aimerais aussi avoir justement cette discussion avec toi. Je pense que ça peut être très intéressant. J'ai une dernière question pour toi. Tu m'as dit, lorsqu'on a pris le café avant de rentrer dans ce podcast, que tu avais un petit garçon. Si ce petit garçon, il vient vers toi, il te dit, papa, je veux devenir trader. Qu'est-ce que tu lui réponds? Pas besoin d'aller vers ce petit garçon. J'ai une fille qui a 18 ans qui est à l'université et elle veut travailler en banque. Donc, tu vois, moi, j'essaie de convaincre les gens de ne pas aller en banque, mais dans ma propre famille, nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans sa maison, en fait. Et je pense qu'il faut la laisser. Elle verra d'elle-même et j'espère qu'elle arrivera aux mêmes conclusions que moi. Ou peut-être, j'espère même qu'elle n'y aille pas, quoi, même si elle le veut ardemment. Voilà. Merci Anis. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci pour ton invitation. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Solide. Comme vous avez pu l'entendre, Anis a quitté l'univers du trading pour construire un projet entrepreneurial. En revanche, vous n'avez pas besoin de tout quitter pour tester votre idée. Avec Emergent, vous avez la chance de pouvoir tester votre idée sans écrire une ligne de code. Alors, arrêtez de perdre du temps et rendez-vous dans le lien en description pour tester votre première idée. Vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir vous en passer.